Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Retex, cette fois-ci avec Jay, comme rétexeur, on va dire. Donc, bonsoir Jay. Je te laisse dire bonsoir si tu veux. Et bonjour à tous. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein. Désolé pour le retard, hein, mais bon, il y a les enfants de Jay, donc Eh oui. c'est prioritaire. Allez, c'est parti. On va commencer avec la question. Alors, juste une petite chose. Est-ce qu'il y a des gens qui enregistrent le rétex? Je ne sais pas si Stratosphérique est là. Evan, c'est ça? Evan, C, tu dis oui, oui. Sper 1 ready. Très bien. Bien joué. Ça, j'aime cette Oh. ambiance. C'est bien. Bien joué. Allez, c'est parti. Alors, la première question, Jay, c'est une question qui est assez, qui est revenue assez fréquemment, voire même avant le rétex. D'où vient ton call sign, si c'est possible de le dire, hein. Ah. Voilà. Et Oui. surtout, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi tu t'appelles Jay et sur ton fameux signet qui commence à être très connu, c'est marqué Luc. Et tout à fait, ouais. Eh ben, en fait, Jay, c'est une habitude de copain, en fait. Mon vrai call sign, c'est Luc au miroir. Ça a toujours été Luc, mon nom de guerre, on va dire, comme ça. Et j'ai toujours utilisé Luc à la radio. En fait, quand je suis arrivé sur Super Étendard, très honnêtement, ils savaient pas comment m'appeler. Moi, mon nom, c'est Dantin, D-A-N-T-U-N-G, donc ça fait Dantung. Je laisse les plus malins commencer à y réfléchir. Et donc, on est passé par plein de trucs, par Bruce, par String, par ce que vous voulez, parce que le but c'est d'avoir un call sign un peu rigolo, non dégradant mais rigolo. Et en fait, ils savaient pas trop. Et à un moment où ils allaient me trouver un call sign qui marchait, en fait, j'ai été envoyé sur Rafale assez tôt, heureusement pour moi. Et là, mon nouveau chef, qui est aujourd'hui pilote d'essai chez Dassault avec moi, et bien en fait, lui, il trouvait que Dantin, et ben si on va jusqu'au bout, ça fait dans ton cul. Et dans ton cul, ça fait Luc. Sauf que LUC, c'était un peu trop visible. Donc on aime la finesse dans la marine. Et comme j'étais, je crois, un des premiers aspi à arriver sur Rafale, en français en Navarre, et donc il m'a dit, mais bon, comme t'es un jeune Jedi, ce sera... Je fais comme s'il y a un qui l'a écrit dans ses commentaires, ce sera Luke, L-U-K-E, le John Skywalker. Voilà, donc c'est resté Luc à Lucae. Mais bon, là-bas, c'est quand même un truc plutôt rigolo, porté sur nom de famille, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et il se trouve qu'avec le temps, au début, tout le monde m'appelait Luc parce que j'étais jeune, et puis plus j'ai vieilli, et puis plus c'était mes copains avec qui j'étais chef de patrouille, et plus finalement, bah, on s'appelait par nos petits noms d'amoureux. Et moi, le mien, bah, c'était Jay, et ma famille m'appelle Jay, ma chérie m'appelle Jay, tous mes potes autour de moi m'appellent Jay. Et aujourd'hui, d'ailleurs, bah, chez Dassault, tout le monde m'appelle Jay aussi. Voilà, vous Ok. savez tout. Voilà. Donc maintenant, on sait pourquoi tout le monde t'appelle Jay et que ton call sign, Exactement. c'est Luc. Ok. Alors maintenant, une question de Enora. Quel a été ton parcours scolaire? Es-tu passé par des études aéro? Et si oui, c'est où sais-tu à partir de quel niveau d'études sont-elles accessibles et quels en sont les débouchés possibles? Ouais, c'est une vaste question. Alors, je la traite en deux points. Pour moi, en tout cas, moi, je suis un bon exemple de laborieux. Moi, je suis un néopan. Je suis entré en 2003, c'est ça, début 2003. Donc, il n'y a pas si longtemps, 20 ans. Et je n'ai qu'un bac scientifique, en fait, sur le papier. J'ai rien d'autre. C'est bien. Et en plus, j'ai redoublé à l'école parce que j'étais un cancre. C'est vrai, je suis content de le dire en fait finalement. Donc j'ai vraiment fait la case des éopans, tout simplement. Et après, bah, j'ai gravi les échelons au sein de la marine, parce que la marine, c'est quand même une aventure fantastique pour ça. En revanche, pour atteindre les études aéronautiques, tout est possible. Je discutais pas longtemps avec la fille d'un ingénieur en vol avec qui je travaille aujourd'hui chez Dassault. Elle vient juste de rentrer à Super Héros et en fait, elle voulait faire la baille. Voilà, elle voulait à l'école navale parce qu'elle voulait aller dans les avions. Alors on lui a dit, bah oui, mais il y a moins de chances, il y a moins de probabilité en tout cas qu'en passant par l'école navale, tu sois dans les avions. Et en fait, il existe un autre moyen, pour donner un exemple complètement différent. Elle est rentrée à Super Héros, donc elle a fait prépa, maths sup, maths spé, et là elle est à Super Héros pour 3 ans. Et dans 3 ans, elle aura la possibilité d'intégrer l'école navale sur titre. Donc elle aura déjà un diplôme d'ingénieur bien élaboré, comme celui de Super Héros. Et là, elle pourra rentrer à l'école navale sur titre, et là, elle pourra devenir pilote. Moi, j'ai un de mes mentors, qui était pilote d'essai chez Dassault. Et ben lui, il a fait exactement ça. Il a fait la classe prépa, et il a fait Super Héros,
Et c'était un marin dans l'âme. Et en fait, eh ben, il est parti à la baille. Il a fait du chasseur de mines, et puis sur pitre. Et puis après, il s'est dit, moi, en fait, je vais faire de l'avion. Et il est pilote de Crusader, pilote de séché d'assaut. C'était faisait partie des premiers pools de pilotes Rafale Marine sur le porte-avions. Donc les débouchés sont hyper vastes. Je peux pas y répondre comme ça en 2 minutes, très honnêtement. Mais avec un bac, quoi qu'il arrive aujourd'hui, alors je connais plus très bien si tous les bacs sont accessibles avec les CIRFA. Je pense que tout le monde sur le réseau le sait bien mieux que moi. Mais avec un simple bac, vous pouvez devenir pilote de chasse et pilote d'essai. Alors, il faut bosser. Hein. J'ai probablement bossé un peu plus que certains qui avaient des facilités. Mais en revanche, une fois que vous êtes motivé, vous avez trouvé ce que vous aimez, je pense que la meilleure des matières que j'ai pu avoir, c'est la motivation, quoi. Il n'y a jamais personne qui m'a empêché d'arriver où je voulais. On peut demander une spé précise en arrivant par le concours sur titre à l'école navale. Il faut se renseigner auprès des CIRFA. De mémoire, non, puisqu'il y a un classement à l'école navale. Quand vous faites l'école navale, en fait, vous êtes dans un tronc commun avec tout le monde. Et en fait, il y a un classement. Alors, il y a forcément des desiderata. Vous remplissez les desiderata au fur et à mesure de vos avancées de mémoire. Mais ça, Gillette a peut-être en mieux parlé que moi. Et sur la dernière année, donc il y a ceux qui veulent faire du sous-marin, du bateau, ils sont là pour ça. Et il y a ceux qui veulent faire de l'avion ou de l'hélicoptère. Et donc, s'il y a plus de places que de prétendants, vous ferez de l'avion ou de l'hélicoptère. S'il y a plus de demandeurs que de places, et là, c'est le classement qui jouera. Et ensuite, dans le principe de la sélection Patmar, chasse, hélico, vous tombez dans le même principe que les EOPAN. Globalement, mes potes de promo, qui sont de très bons amis aujourd'hui, on s'est retrouvés à la cinquantesse lorsqu'ils avaient fini leur Jeanne, donc la Jeanne d'Arc à l'époque. Et en fait, on est retrouvés en sélection en vol au même endroit. Nous, on arrivait de nos petites études, eux, ils arrivaient de l'école navale. Ils avaient spécialité aéro, et là, ils commençaient la sélection en vol comme nous, la orientation par filière. Et certains sont devenus pilotes de chasse, d'autres pilotes de Hawkeye, d'autres pilotes de Patmar et d'autres hélicos. Ok. Voilà. Question de. Alors, c'est les deux mêmes à peu près, donc de Max et de Evan C. Quel conseil donneriez-vous? Alors, ça, c'est la question de Max. Quel conseil donneriez-vous pour celles et ceux qui veulent passer au PAN? Et celle de Evan, c'est je voulais savoir quels seraient les meilleurs conseils pour devenir pilote dans la marine. Donc, voilà, c'est pareil. Donc, les conseils que tu pourrais donner. Pour les éopans, alors je vois un truc, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est le truc à pas faire selon les CIRFA? Alors, je pense que quand tu dis beaucoup de conseils CIRFA, Nefix, je sais pas de qui tu parles, parce qu'il y en a beaucoup d'abord, des CIRFA. En fait, le plus gros conseil que je peux donner, c'est celui que je donne à tous les jeunes depuis 20 ans, chaque fois que je les croise, hein, c'est d'avoir une motivation sans faille. Et quand je dis ça, il faut vraiment voir très lourd, très très loin. C'est-à-dire que vous avez entre 18 et 22, 23, 24 ans. C'est un métier exigeant, c'est une formation exigeante. En fait, il y a moins de pilotes de chasse qu'il y a d'astronautes. En fait, si vous regardez à l'heure actuelle. Donc, il faut, enfin dans la marine en tout cas. Donc, il faut bien comprendre que votre objectif, il n'y a que ça qui compte. Donc, si vous commencez à vous laisser, entre guillemets, influencer par, je pense, en première partie, les amourettes, ça va être dur. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont arrêtés par amour, à 20 ans, 21 ans. Et bizarrement, ils sont plus avec la même personne aujourd'hui. Je suis un peu déçu pour eux, et certains nous ont dit, très honnêtement, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais complètement dû continuer, et j'aurais souffert un petit peu, ce qui est mon cas personnellement. Moi, j'avais une copine, c'est pareil, j'en ai chié, mais j'avais les copains et j'avais l'avion. Donc, le plus bon conseil que je peux vous donner, quoi qu'il arrive, c'est de rester hyper motivé, de se concentrer sur l'objectif. Avec un bac et un redoublement et un cancre, si on arrive à devenir ce que j'ai réussi à faire dans la marine, c'est pas parce que je suis fort, c'est parce qu'en fait, j'avais qu'un seul objectif, c'était de réussir ça. Je voulais être pilote de chasse sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et il n'y avait rien qui allait m'en empêcher. Et ça, que je vous dis là, la même façon que je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis de la même manière que je l'ai dit quand j'ai passé les recrutements à l'Envéoc. Et les gens ont senti ma motivation. Ils ont senti que j'en voulais. Ils ont senti que j'étais prêt à m'investir à 200% pour aller jusqu'au bout. Et que si ça passait pas, ça passait pas. Mais qu'en revanche, ils pourraient compter sur moi, que j'allais bosser et que j'irais dans la spécialité que la marine décidera parce qu'elle aura décidé de mon niveau. Et ça, je sais j'ai recroisé le psychologue de l'époque là, qui m'avait fait le test. Et on en avait parlé, il avait gardé plein de dossiers, il m'avait dit si, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très bien, je suis rentré des États-Unis, il me dit si, je m'en rappelle très bien. Et il m'avait dit moi, quelqu'un qui rentre, qui a que le bac, je m'en fous en fait. Moi, ce que je veux, c'est un mec qui a la tête sur les épaules, qui sait pourquoi il est venu, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré parce qu'il y avait de la lumière,
et qui va s'investir jusqu'au bout, quoi. Si c'est ça que vous voulez, eh ben ça rentrera forcément dans les critères de la marine. Donc ça, c'est le plus gros des conseils que je peux avoir. Ensuite, le deuxième conseil que je peux avoir, c'est de ne pas écouter trop ce qui se dit tout autour de vous. C'est difficile avec les réseaux. C'est-à-dire que moi, si j'écoute tous mes copains, même mes copains quand j'étais dans la marine, j'aurais jamais fait pilote de chasse. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus beaucoup de place dans la chasse. Et les mecs disaient, ouais, mais la vie de famille, elle est difficile, ça va être compliqué. Non, en fait. Moi, j'ai dit autant. Je vais pas écouter tous ces gens. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais vous donner un chiffre très simple. Sur l'année où moi je passe en 2003, il y a 3000 dossiers qui sont déposés. Il y a 500 dossiers qui sont évalués dans les CIRFA comme envoyés à la sélection de l'Envéoc. Il y a 45 élèves qui sont recrutés. Donc sur les 3 sélections, Alpha, Bravo, Charlie, à peu près 45-46. Sur cette année-là, il y a 2 pilotes de chasse. On est 2. Voilà. Alors on a de la chance aussi, parce que dans d'autres promos, il y en a qui voulaient vraiment pas être pilote de chasse. Il y en a qui voulaient faire de la patte-main ou l'hélico. Il y en a qui ont mis leur famille en avant. Aussi, ils se sont dit, moi je veux une vie de famille. J'ai jamais compris cet argument. Mais ils ont mis en avant d'autres détails. Donc certains regrettent. J'en ai croisé certains qui regretteraient vraiment. J'étais trouvé ça très honnête. Un pilote dans la patte-marque qui m'a dit, un jour, j'étais à Lorient, il m'a vu passer dans Rafale, il m'a dit, je t'ai vu passer dans ton Rafale, et putain, il dit, je regrette tellement de ne pas avoir foncé. Excusez-moi, please go. Et, euh, et donc, c'était assez intéressant qu'il me dise ça, et je lui ai dit un truc, je lui ai fait, s'il te plaît, à chaque fois que tu croises un mec qui veut être pilote et qui doute, dis-lui ça. Dis-lui bien ce que tu as vécu et pourquoi tu en es arrivé à cette décision. Il est très heureux sur Atlantique d'aujourd'hui, mais quand même, il a eu un moment de regret. Et ça, c'est le dernier conseil que je vous donnerais finalement dans tout ça. C'est des conseils plutôt pragmatiques, je trouve. C'est faut pas avoir trop de regrets en fait. Parce que les remords, ce que vous n'avez pas fait, mais il faut pas avoir de regrets. Faut tout tenter. Si ça va pas, vous inquiétez pas, on vous arrêtera avant. Si vous n'avez pas le niveau, on vous aurait orientera. Mais donnez tout ce que vous avez dans vos tripes pour aller là où vous voulez aller. Ça peut être médecin, ça peut être avocat, ça peut être ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que pensez d'abord à vous. Vous verrez que quoi qu'il arrive, vous construirez une famille à la fin. Ça, c'est pas un problème. Mais démontrez à la marine que vous êtes méga, méga fanat. Ok. Prochaine question de Flo Wolf. Alors, il y en a 2. C'est quelle faculté physique ou mentale faut-il travailler pour avoir des plus grandes chances de devenir pilote de chasse dans la marine nationale? Et y a-t-il des petits ou des gros exercices à faire quotidiennement ou ponctuellement pour se préparer au mieux, en sachant que j'aimerais être bordache? Alors, bordage, maths sup, maths spé, concours commun polytechnique, classement, pas de liste d'attente. Voilà, ça, c'est le meilleur moyen. C'est concours commun polytechnique, donc il faut être dans les niveaux pour la Baille, pour l'école de l'air et pour Saint-Cyr. Et après, tu choisis. Donc, ça, c'est juste un niveau, entre guillemets, scientifique. J'ai pas de conseil particulier, si ce n'est qu'il faut bosser de la même manière, tout en étant motivé, en se disant, je sais pourquoi je bosse, en fait. Je sors peut-être pas samedi soir ou jeudi soir, et je vais me faire mal à bosser toutes mes conneries de maths, mais je sais pourquoi je vais aller, pourquoi je me fais mal aujourd'hui, quoi. Ça, c'est le premier truc. Cela étant, voilà, bon, ça, c'est plutôt la classe prépa. Pour préparer les éopans, je pense qu'aujourd'hui, sur les sites, vous avez énormément de comment ça s'appelle, d'exemples sur, je sais plus, à l'époque, il y avait Aeronet, j'utilisais Aeronet, moi, où il y a des exemples de tous les mecs qui viennent de passer et qui vous disent ce qu'ils ont eu. Moi, le truc sur lequel j'ai beaucoup bossé à l'époque, et je connaissais pas, c'était les tests psychotechniques. Je suis allé à la FNAC ou je sais pas où, et en fait, j'ai bossé ce bouquin pour apprendre en fait à développer des logiques de reconnaissance de dominos, de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vachement bien. Et en effet, je me suis retrouvé à avoir ces tests-là pour la marine, pour l'armée de l'air et pour l'ALAT d'ailleurs, pour les 3. Donc ouais, moi, je sais que j'ai bossé ça. Après, j'ai rebossé l'anglais aussi, parce que forcément, la marine, c'est ça se fait aux États-Unis, donc et puis ça va continuer à se faire aux États-Unis pour l'instant. Donc il y a un niveau d'anglais qui est nécessaire. Et je sais que ça fait partie des critères de sélection. Si à un moment donné, tous les dossiers sont bons et que il faut les départager parce qu'il n'y a pas assez de place, c'est l'anglais qui va aussi trancher. Donc
Moi, je sais que j'ai rebossé l'anglais. J'ai repris des cours parce que j'étais pas un champion du monde. J'ai repris des cours. J'ai regardé tous mes films en anglais, sous-titrés en anglais. Enfin, j'imagine ce que vous faites maintenant, hein. J'ai lu des bouquins en anglais. J'ai acheté un bouquin sur les idiomatics pour être un peu plus fluent sur le quotidien. Et ça m'a aidé pour les concours d'anglais parce que c'est vrai que la cinquantaine, je sais pas comment c'est maintenant, j'avoue, mais c'était vraiment ça. C'était du plain language, c'était vraiment des discussions au quotidien avant de parler d'aéronautique. Et ce qui m'a surpris. Et ensuite, on a parlé d'aéronautique. J'ai dû expliquer en anglais ma motivation, j'ai dû expliquer ma vie, ce que j'avais fait sur les 10 dernières années, et ensuite ma motivation et ce que je connaissais de la marine en anglais. Donc j'ai bossé vraiment ça, ces deux choses-là, la psychotechnique et l'anglais. C'est ce dont je me rappelle vraiment, ça m'a marqué. Ok. Une Je sais pas si question ça répond de, aux questions, mais n'hésitez pas si c'est pas clair, s'il manque des réponses. une question de Mathis et Hugo en même temps, c'est à peu près la même, hein. Pourquoi être devenu pilote de chasse dans la Marine nationale et pas l'armée de l'air? Alors, bah c'est très simple, j'ai pas été pris dans l'armée de l'air. Cela étant, moi je voulais être pilote de chasse, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Charles de Gaulle. Donc quand j'ai eu le bac, j'ai été voir alors c'est pas CIRFA à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, mais j'ai été voir le BICM pour la marine en premier. Sauf qu'ils ne pouvaient pas me recevoir avant le mois de février suivant, donc on était en juillet, genre c'était le lendemain de mon bac. J'étais tout de suite voir à Bordeaux, là moi je suis bordelais. J'ai tout de suite été voir le BICM. Ensuite, excusez-moi 2 secondes, j'ai un enfant. Love, Vas-y, please. vas-y, vas-y. Just go away, please. Mila, please. Et ensuite, j'ai été voir l'armée de l'air et j'ai été voir la LAT. Et j'ai posé un dossier dans les trois et j'ai dit voilà, je veux être pilote de combat. Et j'ai dit à la marine que ma priorité c'était la marine. J'ai dit à la LAT que ma priorité c'était la marine. J'ai dit à l'armée de l'air que ma priorité c'était la marine. Et j'ai passé les trois. Et j'ai été pris j'ai été pris dans la marine. J'ai été pris dans la LAT. Le même jour d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. Et j'ai pas été pris dans l'armée de l'air. Donc voilà. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pas été pris. Je n'en sais rien. Je suis monté, je suis redescendu aussi vite que je suis monté. Et, euh, et voilà. Donc je suis très content au bilan parce que je m'en sors avec ce que je voulais. Euh, et j'avoue être rentré de l'échec de l'armée de l'air qui m'a fait passer assez rapidement, très déçu et très, très déçu, très triste en me disant ok, ben en fait je suis pas fait pour ça. En fait non, je me suis remotivé, je me suis dit attends c'est quoi ton objectif? Et l'objectif c'est pilote de chasse sur Charles de Gaulle et je me suis remotivé. Je sais pas vous dire comment je l'ai trouvé mais m'a motivé et tout, mais je me suis bien battu là-dessus et au bilan je suis très content parce que cet échec aux EOPN m'a mis un coup de pied au cul et j'ai réussi les deux en suivant et surtout à la fin j'ai apponté sur Charles de Gaulle en rafale donc pour moi c'est tout bénef quoi. Donc voilà pourquoi pilote de chasse. Et après pourquoi pilote de chasse en général, il y avait une question intéressante, quelqu'un qui me disait est-ce que je suis le seul aviateur de ma famille? Oui, moi je suis le vilain petit canard de ma famille. Premièrement parce que je suis dans la marine et que chez moi tout le monde est gendarme. Enfin, ouais, mes frères, mon père, mes grands-pères, mes oncles. C'est une institution, la gendarmerie chez moi. En revanche, ils étaient sous-officiers. Enfin, j'ai un oncle qui était général dans l'armée de terre. Et moi, je suis devenu officier dans la marine. Donc, j'étais complètement de l'autre côté. Donc, ça mène quelques discussions de famille toujours intéressantes. Mais donc, j'avais une fibre militaire, oui, clairement, par l'éducation aussi de mon père. En revanche, vis-à-vis des avions, non, j'aimais les avions parce que j'allais voir les meetings avec mes oncles quand j'habitais en Allemagne qui adoraient ça. Donc, les crashs à Rammstein notamment. Et donc, tout ça fait que un jour, je regardais Top Gun, il y avait des avions partout chez mes oncles et chez mes grands-parents. Et un jour, bah, étant ado, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux en fait. Et voilà. Ok. Question de Hugo. Quelle est ta flottille préférée? Ah oui, j'ai vu cette question là, c'est dur. En plus, il était 17F, Hugo. C'est Oui. pas la 17, je suis désolé. La 17, j'y ai Ah, passé, je pense, 1 an. Même si je la respecte énormément, elle m'a fait voler dans la réserve d'ailleurs à Solenzara il y a pas longtemps. Mais ma flottille de cœur, c'est la 12F, puisque j'y suis arrivé sur Rafale quand il y avait que 3 équipiers. Il n'y avait que des CP et 3 équipiers. Donc c'est les Lascars, mon kiff, j'ai fait tout là-bas. Mes premières missions de guerre, j'ai fait avec les Lascars. Mais Pantin, arrête, je le sais, toi. Et toi, t'es une glorieuse. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout.
ma flottille de guerre, ça reste la 11F. Parce que quand je suis revenu de l'Epner, après l'Epner, normalement, on reste dans les essais. Et moi, l'amiral, il m'a dit, non, toi, tu remontes en flottille parce qu'on a besoin de chefs de patrouille pour les opérations qui arrivent. Et là, j'ai passé 2 ans assez extraordinaires à la 11F, en fait, très honnêtement, parce qu'on a beaucoup déployé, en fait. Sur 18 mois, j'ai passé... Pantin était là, hein, donc j'ai passé plus de la moitié en opération. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier, hein, de faire des opérations. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les mots sont difficiles à trouver. Euh, mais voilà, à la 11F, on avait une vraie équipe de guerriers. En plus, à l'époque, on avait des équipiers qui étaient hyper bons, qui bossaient vachement. Alors aujourd'hui, c'est les chefs de patrouille qui me disent que je les ai tordus et qu'on était difficile avec eux, mais on les a amenés au combat et ils étaient vraiment très bons. Et l'actuel Pacha de la 12F, Baka, c'était des jeunes équipiers de la 11F qui étaient fantastiques. Il y avait Cadet, il y a tellement de noms. Une super équipe, une super ambiance et des opérations plus qu'intéressantes naturellement, quoi. Donc voilà, j'en ai deux, je les partage toutes les deux très fort aujourd'hui, j'avoue. Ok. Justement, en parlant de porte-avions et de missions opérationnelles, il y a Evan C qui te demande combien êtes-vous à bord du porte-avions lors des missions opérationnelles? Je suppose les pilotes. Combien de pilotes? Alors ça, c'est un chiffre assez aléatoire, très honnêtement, ça dépend. Je saurais pas te dire, très honnêtement. Quand on fait des opérations, pardon, Vitu. Quand on fait des opérations, il nous faut un nombre de pilotes qui nous permettent de réaliser le nombre de missions par jour qu'on fait. Donc généralement, on prend beaucoup de pilotes opérationnels des 2 flottilles qui sont d'alerte. Donc normalement, les 2 flottilles d'alerte, elles partent à 100%. C'est de la classe quinzaine de pilotes, la flottille d'alerte. Mais dans ces 15 pilotes, il y a des équipiers d'entraînement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas opérationnels. On prend souvent aussi en renfort des gens... No, thank you. On prend souvent des gens qui sont dans la flottille soutien, des jeunes CP ou des sous-CP, voire des équipiers OPS, pour qu'ils viennent mûrir avec nous. Donc, je vous dirais que c'est la classe entre 25 et 35. Ça dépend quand même de pas le porte-avions. En Libye, 100% de la 12F en Rafale était à bord, quoi. 100%. Et alors ça va faire peur à certains, mais on a fait 10 mois de mer, quoi. On a fait l'Afghanistan et la Libye dans la foulée, mais tout le monde était là, quoi. Euh, donc ça fait du monde, quoi. Ok. Mais c'est que des copains, c'est la famille. Oui, la meute. Eh oui. Question de Danning. Y aurait-il une compétition, une interaction intéressante entre les flottilles? Et ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il a raison. Il y en a forcément. Déjà, parce qu'on est français, les Français ils sont latins, et donc les latins sont toujours en compétition. En fait, il y a une compétition, c'est ce qu'on appelle des compétitions qui sont saines. Exactement, c'est bros, avec certains qui ont des muscles comme ça, ouais. Pas moi. Disons que déjà la première compétition, elle existe entre guillemets avec les OA. Pas contre les OA, ils sont avec nous, dans le sens où il y a les notes à l'appontage. Donc ça, c'est une compétition pour tous les pilotes. Et c'est pas une compétition, c'est dans le sens pour aller vers une meilleure qualité d'appontage. Tout le monde se dépasse un petit peu. Voilà le tricot bleu. Une belle année 2016. Oui. Et donc il y a cet aspect-là par flottille, déjà, en 1. Ensuite, pendant les opérations, oui, je me rappelle, il y avait des petites compétitions par rapport au nombre de missions qui font succès. Succès étant une bombe tirée qui répond à la mission. C'est pas le but de tirer une bombe. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, sur les bombes, vous avez tous vu, il y a probablement des photos avec des flammes rouges. Cette flamme rouge, elle est retirée de la bombe au moment où on part en mission. Ces flammes, elles sont gardées et elles sont données au pilote lorsqu'il rentre si la bombe est partie. Et le pilote en fait ce qu'il veut. Globalement, sur les dernières missions que j'avais faites, moi je me rappelle, on a pris cette habitude-là entre la 11 et la 12 quand on était tous les deux. J'avais commencé à mettre les flammes en fait au plafond en mettant la date, les pilotes et le lieu de où avaient été tirées ces bombes. Et en fait, on les mettait dans la salle d'alerte. Et donc, il y en avait à la 11F et à la 12F. Mais au bilan, on n'était pas là pour les compter. C'était juste pour un petit peu se titiller entre nous, mais il y avait quelque chose de au-dessus de tout ça, c'est-à-dire que les gens qui venaient visiter les salles d'alerte et les pilotes qui étaient là aussi, même les plus jeunes notamment, moi, je trouvais ça important pour rappeler
que l'objectif de la mission, c'est aussi de faire ça. C'est aussi d'aller tirer des munitions. Et ces munitions, c'est pas du papier, quoi. Donc, ça a un aspect rigolo, compétition, couteau entre les dents. Mais le matin, thank you, please, beloved, please. Mais le matin, moi, quand les équipiers, on arrivait en salle d'alerte, je leur demandais s'ils avaient bu du sang au petit-déj, quoi. Parce que on allait faire la guerre. Et on levait la tête et on disait, voilà, le but aujourd'hui, c'est que tiens, t'inscrives ton nom au tableau de chasse. Ça paraît peut-être comme ça un peu dur, mais c'est une compétition saine. Parce que le métier, encore une fois, et moi c'est ce que je me suis évertué à dire, et ça Pantin l'a vécu aussi, je me suis évertué à dire à tous les équipiers, on peut devenir copains, probablement qu'on le sera, probablement qu'on ne le sera pas, mais c'est pas grave en fait. Le but c'est qu'on ait confiance l'un en l'autre pour se ramener chez soi, et qu'on n'ait pas à parler à nos femmes et à nos enfants parce que l'autre il est plus là. Donc on forme des pilotes de combat. Et donc ces compétitions sont là pour créer de la meute. Et la meute, elle se soutient. Quand il y en a un qui est pas bien, les autres vont l'aider. Quand pendant une mission de combat, il y a un leader qui a la voix qui tremble, et ça je l'ai vécu par un moment mémorable, un leader chef de patrouille, c'est chef de patrouille, j'ai senti à sa voix que là il y a quelque chose qui se passait pas bien. Il avait un coup de stress. Et c'est là où la meute elle fait son effet, parce qu'on était devenus copains, parce qu'il m'avait formé, parce que je le connaissais. Et c'était par des petites compétitions pendant les vols d'RR, en disant tiens, aujourd'hui je vais te punir, tu regarderas bien dans tes 6 heures, si tu vois un avion, c'est que c'est moi, quoi. Les compétitions saines, c'est pareil quand vous faites une 4 contre 4 entre la 11F et la 12F ou la 17F. Voilà. Bon, la 17F étant souvent mise à mal, un pantin. Prochaine question de Hugo. Quand vous formez les jeunes pilotes, est-il possible que vous décidiez de refuser qu'ils continuent si son niveau de vol ne convient pas à ce que vous demandez? Bien entendu, évidemment. Et ça, il faut bien comprendre que c'est pas... c'est hyper dur à faire, pas vous mentir. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter des gens qui étaient à la STC, donc au tout début, des gens qui étaient équipés en entraînement, on n'a pas passé équipe IOPS. J'ai arrêté un sous-chef de patrouille et j'ai même arrêté un chef de patrouille. Et c'est quelque chose de pas évident du tout, parce que plus la personne vous l'arrêtez tard, plus c'est devenu quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez créé des liens avec. Donc, mais en revanche, je rebondis sur ce que je disais juste avant. Ça peut paraître peut-être un peu dur comme ça, hein, sous ce que je vous dis, hein, tous là, mais vraiment, moi, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué quand j'avais 20 ans, par un pilote que j'ai revu dans la marine derrière. Et ces mots, ils m'ont transporté pendant 20 ans. On forme des pilotes de combat. On en forme 10 par an. On vous envoie aux États-Unis. Et c'est un peu le kiff, les États-Unis, on va pas se mentir, hein. Donc, on donne une chance phénoménale. Là, surtout ceux qui sont en train d'écrire, vous vous doutez bien qu'il y a peut-être 10% qui vont mettre le cul dans un Rafale. C'est pas beaucoup, hein, 10%. Hein. Je souhaite à tous d'y arriver, mais statistiquement, c'est 10%. Ces 10%, on va en tirer le meilleur. Mais vraiment le meilleur. Pour que vous soyez chef de patrouille. Notre objectif, c'est que vous soyez chef de patrouille. C'est pas qu'on vous arrête à l'équipier. Donc les niveaux, il faut les passer. Il y a des niveaux techniques. Ça, c'est les équipiers. C'est l'apprentissage de l'avion. C'est l'apprentissage de la mission. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais il y a des étapes. On ne vous demande pas de tout connaître tout de suite, quoi. C'est évidemment qu'on va prendre les étapes dans l'ordre. Il y a des syllabus qui sont là. Et pour former un pilote opérationnel, lorsqu'il monte dans un Rafale, c'est 18 mois plus tard qu'il peut faire la guerre. Avec la qualif porte-avions, bien sûr. Donc, oui, il y a du temps pour apprendre. Mais il faut être assidu, il faut bosser. On n'a jamais arrêté, rapidement en tout cas, quelqu'un qui bossait. On a eu des mecs qui étaient très bons, mais qui bossaient pas, qu'on a dégagés. Mais quand je dis très bons, ils étaient vraiment très forts en pilotage. Mais le Rafale, c'est pas un avion d'aéroclub, hein, les gars. C'est pas un avion de voltige. C'est une plateforme de combat. C'est un avion que vous mettez à un endroit pour tirer un missile de croisière, un missile RR, une bombe ou un pod laser. Donc c'est vraiment c'est ça qu'on cherche, quelqu'un d'assidu qui bosse. Et moi, le nombre de fois, j'ai des équipiers qui galéraient dans le cockpit, qui faisaient pas bien leur timeline, qui appuyaient pas sur le bon bouton, mais qui étaient assidus. Quand je leur disais de pumper, de faire demi-tour face à la menace, ils le faisaient. Quand ils savaient pas, ils disaient je sais pas, capitaine, je sais pas, commandant. Et puis quand je leur disais tu trouveras la réponse, ils revenaient me voir dans la demi-heure avec les réponses. Ils bossaient, ils étaient assidus. Quand on posait des questions, ils savaient répondre. Donc en fait, on avait envie de les aider. On avait envie de bosser avec eux. Et le soir, moi, je restais avec certains. Je partais, j'étais avec mon sac, je dis ça va, et le mec, je voyais bien qu'il faisait la gueule. C'est l'esprit de meute. L'esprit de meute, il commence là. Il commence à cet endroit-là.
Et voilà, on discute. Et alors, qu'est-ce qui va pas? Bah là, oui, j'ai pas compris ça. Là, il m'a dit ça. J'ai volé avec un tel. Là, j'ai pas compris ce que j'ai raté. Bah écoute, peut-être qu'on te l'a mal expliqué. On s'évertuera toujours à vous sortir pour être chef de patrouille. Si on vous arrête, c'est parce qu'on estime que là, vous êtes un danger pour vous-même. Rappelez-vous ce que je dis juste avant. Il est hors de question que j'aille voir vos parents, parce qu'en plus, ça nous est arrivé de parler à des parents dont l'ami était mort. Et il est hors de question qu'on tape à la porte de quelqu'un ou qu'on parle aux parents en disant bah désolé, on savait, mais comme il en rêvait, on va jusqu'au bout. Bah non, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que vous soyez safe pour vous avant tout. Ensuite, généralement, si on arrête pour certains problèmes de travail, c'est différent, mais c'est souvent pour des problèmes de technicité ou d'apprentissage de la tactique. Ça, c'est plus pour la partie chef de patrouille, mais pour les plus jeunes, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Pensez pas chef de patrouille trop vite, hein, les étapes, faut pas les griller. On en parlera après si vous voulez. C'est vraiment step by step. Les équipiers, ben aussi, certains, ben, ils frôlent les avions des leaders. Ben ouais, parce qu'ils regardent pas dehors, parce qu'ils font pas ce qu'on leur a dit, parce qu'ils veulent aller trop vite. Parce qu'aujourd'hui, ben, ils disent, ah, c'est bon, j'ai un radar, je vais faire ça. Non, non. Moi, je t'ai appris aujourd'hui que tu prends ton avion, tu vas à la vitesse, tu mets le pilote automatique, tu mets l'automanette. Quand la menace est à telle distance, tu prends 30 degrés à gauche, tu tires à telle distance, tu fais demi-tour, tu passes sur priorité contre-mesure, et je veux que tu fasses ça. Et c'est la seule chose que je te demande. Si le mec fait ça, moi, je vais toujours l'aider à sortir. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce qu'il est rigoureux. Parce qu'il applique la méthode. Il n'est pas en train de faire ce qu'il a envie d'inventer. Et c'est ça qu'on veut. Quelqu'un qui fait ça, il va y arriver. Il y a des phases de dur. On a tous eu des phases de dur. Je ne connais pas un pilote qui a eu des phases où il en a chié. Que ce soit un bon comme un moyen, comme un mec qui était juste. Et il y en a, ils en ont chié équipier sous CP. Moi, j'ai des exemples là qui sont fantastiques, hein, qui me viennent en tête. Des bordages, un bordage en tête là. Équipier sous CP, ça passe juste. C'est au forceps, c'est poussif, faut l'aider. Mais ça passe limite, on se dit putain, est-ce qu'il va y arriver, tout machin. On verra. Et puis finalement, on y a cru. Et puis sous CP, il s'est révélé. Et CP, c'était fantastique. Il a fait une qualif chef de patrouille. Moi, j'étais bluffé. Vraiment bluffé. Donc, comme quoi, vous voyez, il faut écouter ce que vous disent vos leaders. Vos leaders, ils sont là pour vous amener à un point ultime qui est être chef de patrouille. Chef de patrouille, c'est pas juste aller faire la guerre, hein. C'est partir avec 6 avions dans un temps putride au départ d'un porte-avions avec un ravitailleur qui casse, déposer des munitions au milieu de la menace. 6 avions, j'ai dit. Donc c'est dur, c'est hyper dur. Mais on vous demande pas d'être chef de patrouille à Rafale plus 2 jours. On vous demandera d'être chef de patrouille à Rafale plus 6-7 ans. Voilà. Donc faut pas brûler les étapes. Si vous les brûlez, bah, c'est vos ailes que vous allez brûler. Et si ça passe pas, ben, on vous arrêtera, équipier, sous CP, chef de patrouille. Ça peut arriver. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Ok. Oui, on peut Euh, complètement virer un chef de patrouille. Je vois depuis tout à l'heure, ça pose. Oui, ça nous est arrivé parce que, encore une fois, un chef de patrouille, on va lui demander de s'occuper de ses avions administrativement, c'est-à-dire tu as 4 configurations différentes, du pétrole dans ton avion différent. Donc il faut que tu ramènes tout le monde au bercail d'eau fuel, au-dessus de la sécurité carburant, pas en dessous du fuel prévu, donc une tonne 2. En revanche, c'est un chef de patrouille. Donc tactiquement, il faut qu'il n'aille pas tuer ses avions bêtement. Il faut qu'il ramène tous ses équipiers vivants, ou alors qu'il réussisse sa mission. Donc qu'il soit capable d'identifier les points critiques de sa mission, qu'il remplisse sa mission, et que s'il voit que c'est pas bon, qu'il ramène tout le monde. Donc il y a un aspect tactique à chef de patrouille qui est loin d'être évident. Mais ça s'acquiert naturellement. Quand vous êtes sous-chef de patrouille, vous allez faire des entraînements chef de patrouille de vos copains qui sont devant vous. Vous allez voler avec eux. Et ça va être super, quoi. Vous allez apprendre des choses. Et quand ça va être votre tour d'être passé devant des 4 avions, bah, vous allez vous rappeler ce que vous avez vécu. Parce que vos vols vous marquent jusque dans vos os, quoi. Voyons. Voilà, ok. j'espère que ça répond à vos questions. Alors, avant de faire l'autre question, je vais juste rebondir sur une question qui me paraît vachement intéressante. La question de Fufu 816 qui voulait savoir est-ce que le bégaiement est un problème éliminatoire pour les Léopans? Je suis pas médecin, mais nous connaissons avec Pantin, et toi aussi d'ailleurs Hervé, un Oui. pilote qui bégayait et qui a, par sa motivation, encore une fois, s'est battu contre ce bégaiement, a suivi, j'imagine, un, un protocole pour l'aider à lutter contre ça avec des moyens, et en fait il a réussi.
Il a tout à réussi, fait. il est devenu chef de patrouille. Ça l'a pas gêné. Alors quand il est stressé, on ressent ce petit truc qui revient un petit peu, mais, au bilan, c'est assez exceptionnel, parce qu'il s'est vraiment battu, quoi. Exact. Alors, on va passer à une autre catégorie de questions. Alors, celle qui est la plus attendue pour beaucoup, une question de Sonic qui te demande de raconter des anecdotes de vol en mission opérationnelle ou en vol d'essai. Voilà, petites anecdotes. Alors, euh, ouais, c'est des anecdotes, en fait, moi j'en ai plein. Je veux dire, moi, Enfin, mon celle temps qui dans est la plus marine drôle. nationale, il a été fait de vols fantastiques, de rencontres fantastiques en permanence, donc je ne saurais pas dire, mais en fait, j'ai des anecdotes de missions opérationnelles où, où je sais, j'en ai tellement là qui me viennent en même temps que je vous en parle. C'est plus des événements vécus avec un humain, avec un équipier. C'est-à-dire une situation compliquée, ça crie à la radio en bas et en fait il faut tirer, il faut garder son sang-froid pour pas tirer rapidement parce qu'on vient de nous donner l'autorisation de tir. Enfin, on nous demande de tirer et on n'a pas tous les saints sacrements. Il y a toute une légalité hein, aujourd'hui quand on tire, notamment en France. Excusez-moi, just please go, love. Et, euh, et donc en fait, si on n'a pas coché toutes les cases, ben, naturellement, euh, on peut pas tirer. Bon bah là, les mecs qui sont en feu en bas, et vraiment, si vous tirez pas, ils vont mourir. Et ben ça c'est marquant. C'est marquant parce que là, on aura beau faire toute la formation du monde techniquement, là c'est juste un humain, c'est de la psychologie. C'est à vous de savoir si vous avez bien compris pourquoi vous êtes là, ce que vous faites, et si vous n'allez pas faire une erreur. Est-ce que vous avez bien compris le besoin du mec en bas? Voilà. Exactement, les ROI sont pas trop, mais elles peuvent être restrictives. Quand vous êtes en plein milieu d'une ville, vous pouvez pas tirer sur n'importe quoi si vous n'avez pas la SC sur ce qui se passe tout autour. Et si les méchants sont très loin des gentils, bah, peut-être qu'on peut attendre un peu. S'ils sont juste à côté et qu'il y a besoin de les sauver, ben oui, éventuellement, là, on peut les aider. Donc ça, ce sont des choses qui m'ont souvent marqué. Ça m'est arrivé 2-3 fois, ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Je parlais tout à l'heure de la voix qui tremble, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça faisait partie de mes premières missions opérationnelles où j'ai senti mon leader, chef de patrouille. Moi, j'étais sous CP, de nuit en Libye, où en fait, on avait un endroit où il y avait un site solaire qui n'était pas censé être là. Et là, pour le coup, ça a sonné. Et là, j'ai senti dans sa voix un tremblement. J'ai senti qu'il était vraiment pas bien. Et ça m'a marqué. Parce que ce jour-là, pour moi, le travail d'équipe, le leader, l'équipier, on s'en foutait des qualifs à ce moment-là. Ils feront tout son compte, tout son importance. C'est-à-dire que là, je me suis senti quelque part leader pour le rassurer, pour lui dire que ben moi aussi c'est bon, mais que c'est à distance et que ben finalement ça va bien se passer, on peut s'écarter un peu et puis on va pas se faire tirer dessus parce qu'on est au-dessus ou on est un peu écarté. Mais lui, c'était la première fois que ça lui arrivait. Il se trouve que moi, ça m'est arrivé 2 jours plus tôt et donc j'étais un peu plus serein. Mais là, c'était mon leader. Et en fait, cette voix qui a tremblé, je l'ai senti, je l'avais jamais entendu. Pourtant, ça faisait déjà 2 ans que je volais avec ce gars-là. Je l'avais jamais entendu. Et son timbre de voix m'a tout de suite percuté en me disant, putain, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui va pas. Les autres anecdotes intéressantes, ça a été ben, les vols, les vols à TLP, pour moi personnellement, ils m'ont beaucoup marqué. Parce que c'était des grosses comaos en permanence à 40 avions. Et j'avoue que c'était super intéressant de mettre en œuvre 40 avions, de voir être capable de mettre en œuvre 40 avions dans une zone certes large face à de la menace, personne ne se rend dedans, et qu'on réussisse une mission. Je ne me rappelle pas de toutes, mais je pense que je me rappelle au moins de la moitié. Ça, c'est vraiment intéressant. Et l'anecdote la moins drôle que j'ai, finalement, c'est quand, typiquement, on parlait d'équipier qu'on a failli virer, ben, malheureusement, j'ai dû arrêter un équipier parce qu'un jour, il fait m'entrer dedans, il est passé à moins de 100 mètres devant moi de nuit. Je l'ai vu arriver, en fait, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, j'ai l'impression qu'il monte dessus. Et en fait, bah, j'ai tiré d'un coup sur le manche, et le fait d'avoir tiré, ça l'a écarté un peu plus de mon avion, mais il est quand même passé dans mon HUD de nuit. J'ai vu des lumières rouges et vertes, là. J'ai eu très très peur. Euh, et ça, quand je suis rentré, là littéralement, je l'ai explosé. Il allait se marier, je lui ai demandé s'il voulait vraiment se marier en fait. Et j'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis dit en fait c'est un métier où une fois de plus on le sait, mais il y a plus d'attrition donc d'accidents en entraînement parce qu'on pousse les entraînements généralement plus loin que les missions de guerre. On est très bien entraîné, c'est entraînement difficile, guerre facile.
Et les autres peuvent en parler probablement. Bah voilà, TLP, c'est ça. Exactement. Donc voilà, je suis désolé parce que les anecdotes, j'en ai tellement. Après, il y en a que je peux pas trop évoquer ici parce que c'est plus autour d'une bière à l'occasion si on se croise certains, mais c'est plus des missions, des vraies missions où en effet il se passe plein de choses en bas et il y a des munitions qui volent et c'est le feu. Hervé a vu les vidéos, il sait très bien qu'il point c'était le feu, quoi. Effectivement. Voilà. On va passer à une autre catégorie de questions concernant ta carrière et surtout Epner et Dassault. Une question de Matt. Quelles compétences doit avoir en plus un pilote voulant poursuivre dans les essais en vol? Alors il doit avoir une volonté, en premier lieu, je dirais, de travailler sur du technique. Parce que les essais en vol, c'est. Je suis pas en train de péter, hein, c'est ma fille qui joue avec un ballon de baudruche, je suis désolé. Diane, really? Diane, you kidding? Just go home, please. Je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de C'est problème. ça, les enfants. Mais c'est un ange, le reste du temps, elle va être pilote de chasse. Bien. Donc je disais, voilà, c'est du technique, essentiellement du technique. Donc c'est l'apport de l'expérience opérationnelle. Je suis content d'avoir fait beaucoup d'opérations parce que j'ai une compétence Ops qui me permet d'orienter le technique dans le futur. Euh, il faut aimer un peu moins voler et passer plus de temps à discuter avec les ingénieurs, les gens qui travaillent au loin, les gens qui diffusent nos avions, qui développent nos avions, sont des ingénieurs, ce sont des gens qui sortent super-héros, notamment de centrales, de ce que vous voulez. Et en fait, ils sont spécialistes d'une seule spécialité. Typiquement, j'ai une bêtise, la fusion des capteurs sur Rafale, qui est un gros sujet, ou le pod, et il y en a, c'est son truc. Euh, et ben, il faut lui expliquer pendant longtemps, mais il comprend très vite. Pourquoi? Eh ben, il est mieux que le symbole dans le Rafale il soit en vert encadré et pas en rouge, et pourquoi machin, et pourquoi il faut que mon capteur il soit comme ça, pourquoi il faut que mon Rafale soit intuitif. C'est vraiment hyper intéressant dans cet aspect-là, c'est-à-dire que j'améliore l'avion de demain. Donc il faut aimer cet aspect technique. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de tactique. Moi, si j'avais pu être pilote de chasse toute ma vie, je ne vais pas vous mentir, hein, j'aurais fait ça toute ma vie. Hein. Je sais, mon plus beau métier à moi, je ne vais pas vous mentir, c'était pilote de chasse de l'aéronavale. Je suis très heureux d'être pilote chez Dassault, c'est une chance inouïe, venant de mes origines, clairement, et je remercie la marine pour ça en plus. Mais, euh, mais le plus beau métier, c'est pilote de chasse. Il y a beaucoup de tactique. Le technique, ça peut aller très 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 loin. Et en plus, il faut, entre guillemets, pour les PNR, repasser à l'école pendant un an. Donc ça, oui, je suis toujours pilote de chasse, bon, évidemment. Euh, mais les pilotes d'essai, ils essayent, et les pilotes de chasse, ils réussissent. Comme diraient Oh. certains. Ouais, voilà, il faut retourner à l'école, à l'EPNER, faut repasser un concours, Voilà, faut bosser. alors juste te Voilà. couper 30 secondes, Bien sûr, bien sûr. parce que j'en profite, parce que c'est la même question de Benkou. Pouvez-vous nous dire comment se présenter à l'EPNER? À quel moment de la carrière d'un pilote militaire cela se présente? Le niveau des épreuves orales et écrites. Voilà, excuse-moi, vas-y. Alors en fait, l'EPNER, ça se présente. Il faut être chef de patrouille déjà. Alors, techniquement, on pourrait être sous-chef de patrouille. Il n'y a pas écrit dans les critères de l'EPNER de mémoire, après Helmut qui a été DRH de la marine, il le sait mieux que moi, mais le comment ça s'appelle? Tiens, je dis la dernière phrase, là, l'article de Dassault dit l'inverse en 1970, c'est ça, en 1970, un Rafale en 1970 n'existait pas. Il y a il faut un nombre d'heures de vol. Dans l'armée de l'air, il faut être commandant d'escadrille, je crois en plus. Dans la marine, on considère qu'il faut être chef de patrouille parce qu'il faut avoir assez de poids et d'expérience pour pouvoir aller défendre la marine dans le développement du Rafale du futur. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Chef de patrouille, ben voilà, ça fait bac plus, enfin, ça fait entrée plus, je sais plus combien d'années, ça dépend les années, ça dépend les gens en fait. Ça c'est la première chose. Ensuite, au niveau des compétences scientifiques, il n'est rien demandé pour un pilote. Tiens, on voit mon gros nez là, c'est pas mal ça. Il faut il y a des compétences scientifiques pour l'examen. Après, on ne vous demande pas d'avoir été ingénieur. Pour être ingénieur navigant, oui. Pour être pilote d'essai, non. Après, en fonction du stage que vous passez, le stage A ou le stage B, il est évident que quelqu'un qui aura fait une carrière d'ingénieur avant
ou qui aurait fait un maths sup maths spé, même avorté, mais voilà, qui a un niveau de maths sup maths spé, il pourra le faire. Cela étant, on a tous passé un sacré moment de révision avant de passer les PNR complètement. Moi, je l'ai passé en 2014, je crois. Je suis rentré en 2015, j'ai passé en 2014-2013. Et ben globalement, j'ai bossé quasiment 8 à 9 mois avant, et je suis reparti à la troisième. À la troisième, j'ai commencé avec les suites en troisième. Parce qu'on vous donne le niveau et tout ce qu'il faut réviser. Et ben j'ai tout révisé, puis j'ai pris un prof. Voilà, j'ai pris Academia pour m'en mettre à la base. Et puis c'est parti. Après, l'EPNER juge aujourd'hui de manière beaucoup plus intelligente qu'à l'époque. Le chef de l'EPNER est un très bon copain, je pense aussi, mais euh, il sait ce qu'il veut pour un ingénieur d'essai et il sait ce qu'il veut pour un pilote d'essai. Pilote d'essai, il est là pour piloter l'avion, pour des ressentis, pour comprendre ce qui se passe comme phénomène, mais pour expliquer avec les bons mots. Il y a beaucoup de... La sémantique est très importante. Et l'école sert à ça. Elle sert à former un pilote, à réaliser un point d'essai précisément sur un seul thème et en identifier les points positifs, négatifs et les enjeux opérationnels derrière, potentiellement les risques. Donc là, c'est ça que sert l'école de l'EPNER. Donc, oui, il y a un niveau scientifique de base parce que souvent, en fait, on parle de. Moi, mes journées, elles sont centrées sur la gestion de l'énergie, sur l'importance, que ce soit sur Falcon ou sur Rafale d'ailleurs, hein, sur les emports, sur les couples, sur les effets aérodynamiques de plein de choses. Mais ça ne demande pas non plus des études de super-héros. Ça demande du bon sens. Voilà. Globalement, si vous avez bien travaillé dans la marine, l'EPNER n'est pas quelque chose d'inaccessible. Mais il faut bien se rappeler que l'EPNER demande de se remettre au travail, de réapprendre, entre guillemets, ce que vous avez oublié depuis 10 ans, parce qu'on est tous sortis de l'école depuis 10 ans quasiment quand on commence l'EPNER. Ok. Voilà. Toujours sur ta carrière, question de ESPO, avez-vous travaillé sur le développement du Rafale F4 ainsi que sur le nouveau viseur de casque? Si oui, pensez-vous que cela changera beaucoup la vie des pilotes? Alors oui, je travaille sur le F4 tous les jours, je travaille encore là en ce moment, je vole sur F4 de manière très récurrente. En tant que chez Dassault, en fait, je fais le dernier avion, le dernier standard France qui vole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marine, elle vient de sortir le F4.1, non, je crois en septembre, là. Le F4.1, moi j'en faisais en 2021, je crois. Aujourd'hui, je fais du F4.2. Aujourd'hui, je développe typiquement en ce moment, là, bientôt, on va faire les vols F4.2, des nouvelles aides à l'appontage, un truc spécial marine. Euh, Ça, c'est super ça. On va vraiment bosser pour nos copains, quoi. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau système de commande de vol qui permet de réduire la charge de travail, terme très important dans les essais, des pilotes à l'appontage. Donc finalement, Pantin va pas aimer, mais d'augmenter la cadence, d'améliorer la cadence à l'appontage, et donc, boum, 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 de se poser de plus en plus vite. Et en ce moment, typiquement, on travaille sur F4.2, mais F4.2, il y a Alors, viseur de casque, on a fini, parce que c'était F4.1. Sachant que le viseur de casque, moi j'ai commencé pour le Q3R, donc ça vous parle pas. Si vous êtes sous le F3R, le Q3R, c'est le Qatar. Et sur le Qatar, on faisait des vols avec le viseur de casque qatari, qui n'est pas celui des Français, qui n'est pas le Scorpion. La question était, il n'y a pas une différence entre deux. Oui, il y en a une naturellement. Après, quel est mon préféré? Moi, je vais vous dire que je m'en fous complètement. Le viseur de casque remplit pour moi un objectif crucial. Je me suis retrouvé dans des missions en Syrie où en bas il n'y avait rien, il faisait noir. J'étais avec mon pod comme un couillon, j'avais mes JVN ne servent à rien s'il n'y a pas de lumière en bas. Et en fait, j'étais avec mes JVN, je tournais en rond, j'avais mal au cou, et d'un coup je vois des appels de phare, parce que c'est comme ça qu'ils travaillent les méchants, à coup d'appels de phare. Les appels de phare, je les vois avec mes JVN. Et là, je peux plus détourner ma tête de là où j'ai vu ce truc dans le noir. Parce que là, pour le coup, je vois plus rien. J'ai vu des appels de phare et c'est fini. Donc je sais où c'est. Je le vois. Je me prends un petit repère dans le vert mélangé de la JVN. Et là, si j'avais eu mon VDC, j'aurais juste eu à désigner au travers de mon VDC et rallier mon pod. Voilà. J'ai pas pu. Là, j'ai dû tant bien que mal toucher ma VTL de gauche pour lancer mon pointeur laser pour essayer d'amener mon sabre laser sur la position. Bon, à un moment donné, j'étais obligé de regarder sur ma VTL à gauche et j'ai perdu le point lumineux que j'avais trouvé. Donc le VDC, il va faire ça. Ça déjà pour le CAF, pour le CAS, ça va être fantastique. Il permet aussi de voir son équipier. Il tourne la tête, là, je vois mon équipier. Donc pour l'anti-abordage dans le futur, c'est super. Il permet de voir le plot radar. Il permet de désigner un avion ennemi en dehors devant vous. Vous tournez la tête, vous appuyez sur un bouton, clac.
le radar, l'OSF, tous les capteurs peuvent aller sur cet avion. Et le meilleur capteur va sortir une désignation et vous allez pouvoir potentiellement tirer un missile derrière. Donc oui, je vous confirme, le VDC, c'est un atout majeur dans le futur. Et là, maintenant que les 17F est en train de l'avoir, je ne sais pas s'ils l'ont déjà ou pas. En tout cas, moi, aujourd'hui, je sais que le VDC, pour une mission Ops, c'est indispensable. Ok. Ça, c'est le premier point. Et il y a une question, qu'est-ce que je fais pour la marine? Pour la marine, je travaille énormément pour la marine. Étant que marin, je m'occupe de tous les sujets marines. L'appontage automatique pour Rafale F5. Sujet très en vogue, sur lequel je passe beaucoup de temps avec mes copains aussi d'appontage aussi, parce que c'est très difficile d'envisager un appontage automatique comme un ILS, comme un atterrissage auto, comme les Airbus, c'est très très dur. Mais on y travaille beaucoup. On travaille sur ça, on travaille sur les conduites de tir d'assaut à la mer, parce qu'on est les seuls à faire de la M39 dans l'assaut à la mer. Et typiquement aujourd'hui, j'avais une réunion sur le missile du futur, sur l'intégration. Donc là, on travaille beaucoup sur PPT avec nos ingés, ils fabriquent tout. Et ensuite, on se retrouvera dans des simulateurs. Et on fera des petites corrections dans le simulateur pour dire non, c'est pas bien, ça bug, ça c'est pas logique, ça en fait c'est pas intuitif, ça lag, de manière à ce qu'on puisse le faire monter dans l'avion et faire les premiers vols d'entraînement. Ok. Question de Monarque. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer Yves Kennervé, qui était pilote d'essai sur de nombreux appareils, dont le Rafale A, à l'occasion Salut de Mario. votre carrière? Oui, je l'ai vu quelques fois chez Dassault, parce que maintenant il est à la retraite. Et quand on se retrouve, les pilotes de Dassault, de temps en temps, on fait des revivals avec les anciens, comme dans la marine. On fait des congrès de la chasse, mais on fait des petits congrès d'assaut aussi. Et les congrès d'assaut, on voit les anciens. Moi, j'ai vu aussi Mito Moroir, c'est celui qui a fait le premier vol du Rafale, le tout premier vol. KRV, c'était plutôt les vols de Rafale M. Après, oui, c'est vrai, chez Dassault, très honnêtement, alors, j'ai un avis très particulier sur tout ça, que je ne peux pas forcément développer maintenant. Je, J'ai pas de, comment dire, pour moi, Thomas Pesquet, c'est pas un champion du monde. Thomas Pesquet, c'est un mec motivé qui fait ce pourquoi il est né, et ça lui plaît. Et je suis très content de ce qu'il fait, et c'est très dur, et je suis jaloux de ce qu'il réussit, mais jaloux positivement. Bill Kerr-Harvey, Mito Moroir sont des gens que je croise et qui discutent, qui ont ont des relations très gentilles, mais c'est pas des gens qui m'impressionnent parce qu'ils ont fait voler le premier Rafale, si tu préfères. C'est quelque chose d'important et je pense qu'il faut un peu démystifier tout ça aussi. Les pilotes d'essai, c'est des gens comme vous et moi en fait, hein, beaucoup comme moi, lapsus, mais ce sont des gens qui en fait viennent juste du même milieu que nous, c'est-à-dire de la chasse. Et en fait, un jour, ils se sont dit tiens, je vais faire pilote d'essai. Et puis ils ont de la chance, comme moi pour le coup, ils rentrent chez Dassault. Et puis chez Dassault, ils font des choses que d'autres font pas, c'est sûr. Euh, mais cela étant, on est. Voyez-vous le pilote d'essai qui a fait le premier vol? C'est ça que je veux vous dire. C'est un peu comme les mécanos dans la chasse embarquée. Moi, mes avions, si les mécanos ne les avaient pas mis en marche et si les booms n'avaient pas posé les bombes, s'ils n'avaient pas bossé toute la nuit, et en fait, mon avion, j'aurais rien fait avec en fait. Et là, c'est pareil. Les ingénieurs d'essai en vol de chez Dassault Aviation, moi, ils m'impressionnent. Quand je monte dans un avion aujourd'hui, euh, l'avion, il a été dans les premiers vols, on prend le 6X, c'est le dernier avion sur lequel on a fait des vols tout neufs. Quand on montait dans un 6X, faisait partie des tout nouveaux avions, c'est fantastique, c'est un avion civil, mais c'est fantastique. Les ingés avant, ils avaient bossé pendant des heures, les simulations avaient tourné toute la nuit. On était assez sûr que ça allait bien se passer. Les essais aujourd'hui sont quand même un peu moins fantasques que dans les années 60-70, où là, là, il y avait des, là, eux, j'ai beaucoup de respect parce qu'il y avait la moitié de la promo de Lepner qui mourait pendant son stage. Et ça, c'est écrit dans les bouquins de Lepner. Aujourd'hui, les incidents d'essai sont rares, je touche du bois, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont par des gens au sol, dans des bureaux d'études, par les ingés, pour s'assurer que tout se passera de manière nominale. Donc ils sont inspirants, c'est vrai, vous avez raison. Certains ont des égos un peu surdimensionnés à mon goût. Euh, mais il faut vous dire que c'est une équipe, c'est ça que je veux vous dire. Tout est une équipe, hein. C'est une meute aussi, hein. C'est comme l'aile flottille, c'est comme le groupe en bas, le groupe aérien. Rien ne marche tout seul. Rien, strictement rien. En aéronautique, si vous marchez tout seul, vous marcherez avec votre avion à l'aéroclub et c'est tout. Si ça vous va, c'est chouette. Si vous voulez plus, c'est dommage. Je fais de la réserve dans l'aéronaval, ça y est. Question de Je réponds à la Mathieu. question.
Question de Mathis. Est-ce que le monde de la marine, avec l'ambiance de la meute, ne vous manque pas de trop? Bah, bien sûr que si, évidemment. Évidemment que ça manque énormément. Mais déjà, la meute, je l'ai sur WhatsApp de manière quotidienne, je pense. Et la meute, elle a un groupe WhatsApp. Euh, Mes copains de mes générations, comme Helmut, qui est parmi mes meilleurs amis, Pantin et tout, c'est des gens que j'ai souvent, que je croise. J'avais encore un copain au téléphone aujourd'hui, l'ancien Combier, Tristan, je l'avais très souvent au téléphone. En fait, la meute, on la perd jamais. La meute, vous l'avez toute votre vie, en fait. Et en plus, la meute, quand vous allez pas bien, la meute, elle vous sort de votre marasme, même quand vous êtes plus dans la marine. C'est ça qui est chouette quand même. Et puis on se tient super souvent. On connaît les parents, les mamans, les pères, les sœurs, les frères, les cousins. On se connaît tous en fait. On connaît nos familles, donc on peut pas perdre cette meute. C'est impossible en fait. Et l'avantage c'est que vous soyez 11, 17, 12, voire même 4F pour certains, en fait, c'est, euh, ça change rien en fait. On se recroise, on discute, on se marre, on s'appelle, on fait des vacances ensemble pour certains. Mais oui, elle me manque parce que la meute, en fait, elle avance. La meute, on disait souvent, c'est un TGV, en fait. C'est un TGV sur lequel, ben, malheureusement, elle fait quelques arrêts des fois pour faire monter des gens dedans. Mais quand la porte, elle referme, elle y va, quoi. Donc, si vous sautez du train, malheureusement, pour y remonter, ça peut être plus dur. Je parle là des gens qu'on arrête. Euh, Cette meute, elle avance très vite. Elle vous fait dépasser vos peurs, elle vous fait dépasser vos hésitations, vos doutes. Euh, c'est pas quelque chose que beaucoup de copains dans le monde civil m'ont raconté. Moi, j'en parle souvent de ça. Chez Dassault, la meute, on la garde un petit peu dans le sens où les 12 pilotes d'essai de chez Dassault sont tous des anciens militaires, de chasse, je surcroît, parce qu'on ne prend pas de transporteurs, on prend que des chasseurs, même pour faire les Falcons. Donc, on vient tous du même milieu. Il y a 3 marins et le reste, c'est des pilotes de l'armée de l'air. Mais on vient tous du même milieu, donc on sait quand il faut se soutenir, on sait quand il faut se battre. Et ça, c'est un plus qu'on apporte notamment aux ingénieurs des vol qui eux sortent de super-héros, de centrales, de Polytechnique pour certains ou d'autres écoles intelligentes. Ces gens-là, ils viennent de ce monde-là, mais ils connaissent rien à l'aéronautique, entre guillemets, aux missions de combat, tout ça. Et eux, en revanche, ils ont un poids sur les épaules qui est assez fort parce qu'ils doivent développer l'avion et s'assurer que ça rentre comme prévu dans les spécifications et que le client il sera content. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Moi j'ai 41 ans, mon ingénieur il en a 26, 27, allez 28. Il n'y connaît rien à la mission, mais lui en revanche il va signer en bas pour dire que c'est conforme. Et ben là c'est une meute, c'est une équipe. Et on retrouve un petit peu cet état d'esprit. On va boire des bières, on discute un peu, et puis à un moment donné on parle de nos vies privées, et puis on se retrouve aussi. Enfin, on va faire des randos, on va faire du bateau. Donc on recrée tout ça aussi à côté. Je ne sais pas si chez Air France il y a la même meute. Pas convaincu. Euh, honnêtement, j'espère que oui. Je ne sais pas vous dire. J'ai pas trouvé beaucoup, en tout cas, d'endroits où j'ai pas trouvé beaucoup d'endroits où les gens m'ont parlé de cet esprit comme ça. Et voilà. Donc la meute me manque, oui. C'est pour ça que je fais de la réserve aussi. Et j'ai passé 2 semaines à Zara avec la 17F. Euh, en 24 heures, j'avais remis ma combinaison et mes galons. En 24 heures, j'étais de retour 3 ans plus tard. C'était un truc de malade. Donc ça veut dire que vraiment la marine et la meute, elle est jusqu'au plus profond de votre moelle épinière. Et je trouve ça fantastique. D'ailleurs, je vous le dis, j'en ai de la chair de poule. Ça prouve que j'étais le plus heureux dans la marine. Oui, Zara, Galgavage, c'est pas moi qui ai décidé, commandant. Allez, on va prendre, parce que mine de rien, il reste environ une vingtaine de minutes. Alors, est-ce que vous avez Ouais, pas de souci, pas de souci. vous avez des petites questions? Quel est votre plus grand conseil une fois dans l'institution pour se faire orienter sur chasseur? Oh. Honnêtement, je pense qu'il faut. Ouais, je sais pas s'il y a un meilleur conseil, un meilleur qu'un autre. Ce qu'il faut, c'est surtout savoir ce que vous voulez, quoi. Et ensuite, la différence se fera. Ce que moi, j'ai toujours trouvé intéressant, Diane, ce qui est toujours intéressant, je vous donne mon exemple, typiquement un salon de Provence. Moi, je suis arrivé après la TPL, j'étais orienté donc avion.
à... et surtout canot directement. Je fais mon trop commun là-bas. Et en fait, en faisant mon trop commun, j'étais avec des mecs qui étaient vachement balèzes, qui avaient tous 400 heures d'aéroclub. Moi, j'avais zéro. L'aéroclub, c'était pas mon kiff. Surtout, en fait, on n'est pas les moyens. Donc, je me suis retrouvé pas premier au classement, clairement. J'étais pas premier, j'étais pas dernier. Et donc, on était quatre au début, quatre à vouloir chasse. Et le temps a fait qu'il y en a un qui a voulu rapidement basculer sur la patte-marre parce qu'il voilà, il était très amoureux et il avait peur qu'il puisse pas voir sa femme et tout. Euh, et en fait, un jour, au trop commun, quand ça se passe bien, un des instructeurs marines qui était à l'escadron d'armée de l'air, qui est un ancien NOAA, Jeannot Ivars, un jour, je fais une mission avec lui et je lui en parle. Et en fait, il me dit, ah non, mais t'inquiète pas, hein. Il me dit, toi, tu iras en chasse. Et je dis, ah bon? Et il me dit, ah oui, oui, toi, tu iras en chasse. Pourquoi? Il me dit, parce que des quatre, tu montres le plus de volonté. Tu montres le plus d'envie. Tu doutes pas. Tu veux faire ça, en fait. Et ça se voit, ça se ressent. Et tu as l'esprit, t'as le goût du couteau entre les dents. Et donc, c'est comme ça qu'on oriente ton pilote. Tu as le niveau, comme les trois autres, mais toi, tu as une place. Voilà. Et donc, finalement, bah, pas premier, mais parti quand même, vous voyez. Et à partir de là, finalement, il m'a donné, en me disant ça, il m'a donné confiance. Et en revanche, derrière, bah, je cartonnais partout où je passais parce que je me suis dit, mais en fait, si je bosse, la manière dont je bosse depuis le début, c'est-à-dire motivé, assidu, et que juste je garde mon objectif en vue, c'est-à-dire bah, le prochain, c'est d'aller aux États-Unis, le prochain, c'est d'être pilote de super étendard, ensuite, c'est d'être équipier ops, ensuite, c'est d'être pilote de Rafale. Et ben, si je garde ça et que je bosse, et qu'en plus, je suis content, puisque je suis pilote de chasse dans la marine, et ben, globalement, tout viendra. Donc, c'est vraiment ça que je peux vous dire, en fait. C'est juste garder la ouache, quoi. Montrer que vous avez le couteau entre les dents, parce qu'encore une fois, c'est un métier de pilote de combat. Si vous comprenez ça, vous arriverez au bout. Parce que vous allez transpirer ça. Ok. Une Voilà. question de X, IKSE, je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo. Que pensez-vous du SCAF au-delà de l'aspect politique de la chose et plus généralement des avions de combat de sixième génération? Voilà. C'est un long débat, faudrait Oui. créer je pense qu'on pourra en parler sur un rétexte différent si vous voulez, mais le SCAF, c'est un projet européen pour le futur. Il faut naturellement se dire que les combats de demain sont différents de ceux d'aujourd'hui. Donc, les travaux du SCAF sont très secrets aujourd'hui. D'ailleurs, chez Pilote de Dassault, on signe des notes de confidentialité. Donc, je ne sais pas qu'on en parlera pas plus que ça. Ok. Sur ce que sera capable de faire l'avion de demain et sur comment on l'intègre. Et il y a des gens à côté de ça qui mettent des lignes en euros ou en dollars, quoi. Donc c'est le, c'est l'avion du futur, mais c'est pas le seul avion du futur. Il y aura Rafale F5, il y a plein d'autres projets. L'avenir est assez intéressant à ce sujet-là. J'ai Mhm. pas d'avis tranché sur le SCAF. Très honnêtement, les avions de 7 génération aujourd'hui, comme le F-35, je les trouve impressionnants pour la mission sur laquelle ils ont été construits. C'est-à-dire que les guerres de clochers qu'on peut voir sur le Rafale, le F-35, le machin, ne m'intéressent pas du tout dans le sens où, déjà en un, le F-35, c'est un allié. Et moi, j'ai fait la guerre pour mes alliés, pour mon pays. Moi, je défendais le pain pâté pinard, hein, comme je disais toujours, et les barbecues. Après, chacun y voit son triptyque, hein, mais moi, c'était ça qui me levait le matin. Le F-35, c'est notre pote, point barre. Il est avec nous. Après, est-ce que c'est un bon avion ou pas? Oui, c'est un bon avion pour ce qu'il est censé faire. Comparé au Rafale, il y a des domaines sur lesquels on peut le comparer, où le Rafale est 10 000 fois meilleur, et des domaines où on le compare et le F-35 est meilleur, c'est sûr. Euh, Après, dans le futur, nos avions, est-ce qu'ils seront meilleurs que le F-35? Je ne sais pas vous le dire. On ne développe pas vraiment. Le classement des générations, il est fait par les Américains. Voilà, déjà, c'est eux qui l'ont créé, le classement des générations. Donc, est-ce que le Rafale s'inscrit dans un 4,5, un 4,5 parce qu'il a des capacités de cinquième génération? Vous voyez, c'est un peu complexe, quoi. Donc, le SCAF, pour moi, c'est un projet à très long terme. Et je ne vais pas vous mentir, techniquement, les premiers vols sont prévus dans la prochaine décennie, enfin, fin de celle-là, début de la prochaine. Euh, Moi, je commencerai déjà à voir la fin du chasseur quand il volera. Chez Dassault, c'est 55 ans max l'avion de chasse. Donc, j'espère que ça ira jusqu'au bout. Moi, aujourd'hui, mon travail, c'est plutôt le F4, le F5.
éventuellement les wingman qui seront avec lui, les drones, je travaille sur le drone aussi naturellement, le pilote d'essai, on fait le drone demain. Donc, donc, euh, donc voilà, c'est un peu vague comme réponse, je suis peut-être pas précis, mais le SCAF, c'est tellement loin pour moi que c'est... Voilà. Oui, c'est pour beaucoup plus Mais, tard. Alors, est-ce que puis, vous avez des questions dans le chat? Il y a ouais, j'en vois plein Victor. qui passent depuis Ouais, tout à l'heure. ouais, il y en a Oui, plein. avec l'EPNER, on peut voler à Marignac. Alors l'EPNER vous permet de voler n'importe où. Vous sortez avec un diplôme de pilote d'essai ou de pilote d'essai expérimental, enfin, c'est ça ce que vous avez fait. En sortie de l'EPNER, la marine va vous affecter donc soit au CEPA, ce que j'ai fait, donc le centre d'expérimentation pratique de l'aéronautique navale. Il y avait pas mal de questions là-dessus, on reviendra sur le F5 après si vous voulez. Ou à la DGA, et éventuellement en flotille comme moi, pendant une petite année. Le CEPA, son boulot, c'est comme le CM pour ceux qui connaissent l'armée de l'air, c'est de conduire en un les expérimentations du Rafale. Les expérimentations, c'est pas des essais. Ça veut dire que les essais sont finis, le développement est terminé, la qualification est obtenue. La DGA a autorisé, la Direction générale de l'armement a autorisé les forces, donc la marine et l'armée d'air, à voler en dehors du cadre essai en vol. Et donc maintenant, nous, les essais en vol, on vérifie que l'avion est conforme à ce qu'on lui a demandé de faire, à ce le contrat prévu initialement, que globalement c'est intuitif, que ça marche bien, qu'il n'y a pas de bug. Donc on fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'analytique. Donc pendant un vol, on va tester l'IFF, l'interrogateur IFF. Je dis une bêtise, mais on va faire des vols qui sont super chiants sur Rafale. Alors on est sur un Rafale, donc on va pas se plaindre, mais on va tester un truc de manière éthique très longuement. Ça va être long, voire chiant, très honnêtement des fois. Mais c'est la condition sine qua non pour dire ça c'est bon, analytiquement parlant, ça fonctionne, il n'y a pas de fausses alarmes, ça répond quand j'interroge. L'IHS, elle est simple, je la comprends. Boum, je peux passer maintenant sur des cas opérationnels. Et là, je vais commencer à mettre d'autres avions en face. Je vais simuler des cas tactiques. Et puis, si globalement ça rentre dans le cadre, ce truc-là sera qualifié et le CEPA va pouvoir faire des expérimentations. Et eux, les expérimentations, ça va être quoi? Ça va être d'écrire la méthode opérationnelle. La méthode, c'est comment j'utilise maintenant mon nouvel avion. Typiquement, le CEPA, quand moi j'y étais, j'étais aux essais en vol en même temps pour le F3R, et que lorsque le F3R a été qualifié, avec Helmut, qui était commandant de l'ANZEF à ce moment-là, on a mis en place un plan pour écrire la documentation opérationnelle et mener des vols pour mettre justement à l'épreuve cette documentation opérationnelle. Donc on a dit, voilà, maintenant on a un Talios, comment on va utiliser le Talios? On a pris les cas opérationnels qu'on connaissait, on les a mis en œuvre avec un Talios, on a vu la plus-value que nous apportait Talios, on a fait des nouvelles procédures, on les a inscrites, on les a testées, et quand on était content, on a dit, bon ok, maintenant tape ça, c'est validé, et la flottille peut l'utiliser. Et c'est bien ce que fait le CEPA et le CEM, ils font des expérimentations. Le CEPA aussi, il est intégré à Dassault Aviation, ce que je faisais moi aussi, c'est-à-dire que j'étais militaire et je participais au développement du Rafale de demain. Typiquement, quand j'étais au CEPA, je faisais les expés du F3R, mais je travaillais sur F4.1. Je faisais des vols F4.1 chez Dassault. Parce que chez Dassault, on fait autre chose. On fait le truc de demain. Donc l'avion de 3 à 4 ans plus tard. Il y a vraiment un step d'écart. Donc de temps en temps, j'allais voler chez Dassault. Je faisais beaucoup de réunions, beaucoup de PPT avec des ingés pour dire ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Beaucoup de simulateurs, enfin de bancs, on appelle ça des bancs d'essai. Ça c'est pour le CEPA. C'est passionnant. Et en plus, le CEPA, vous avez des mécanos, vous avez un ou deux avions. Donc vous avez une notion de petite famille qui est hyper sympa. Et beaucoup de responsabilités, énormément de responsabilités. Vous êtes le porte-parole de la marine pour le Rafale de demain, dans le essais en vol. C'est hyper important. Sinon, vous allez à la DGA, DGAEV, donc DGA c'est en vol. Là, vous allez voler sur plein d'autres types d'avions. Moi, quand j'étais au CEPA, j'ai fait du Falcon 10, du Falcon 50, un peu d'Atlantique 2, pas beaucoup d'autres avions. À la DGAEV, vous êtes vraiment utilisé en tant que pilote d'essai multiple. Vous allez faire beaucoup d'autres avions, du LA400, du Mirage 2000 un peu plus. Moi, je fais un peu de Mirage 2000, mais très peu. Ils vont utiliser comme pilote d'essai sur tous les programmes de développement qu'a le DGA en termes de développement interne, étatique. Forcément, l'industriel n'est pas requis. Donc on est sur, une bêtise, par exemple, on avait fait des vols d'essais ravitaillement derrière un A400M. C'est pas Dassault qui les a fait, c'est la DGAEV. J'y ai participé aussi, mais on est allé avec toutes les configurations possibles, même dans les cas dégradés, en panne, derrière un A400M pour voir si on peut piloter. Voilà, boum, boum, boum.
Donc c'était vraiment essai en vol pur, mais ça peut être sur Mirage 2000, ça peut être sur Atlantique 2, ça peut être sur Ravitailleur C135, MRTT. Vous voyez, c'est vraiment tout ça, les essais en vol. Donc en sortie de pilote d'essai, vous faites ça. Ça dure 3-4 ans pour la marine, peut-être plus pour certains, mais la marine, elle, en fait, elle vous envoie là pour développer les avions de demain, essentiellement le Rafale ou l'Atlantique 2. Mais à un moment donné, vous êtes marin, officier de marine. Donc si elle veut vous rapatrier en flottille, eh ben, vous rentrez en flottille. Et il y a des pilotes, souvent en fait, normalement, mais essentiellement des bordages, j'ai envie de dire, qui font les PNR. Ils font un passage de 3-4 ans, ils font les PNR, 1 an, 3 ans derrière au CEPA ou à la DGA, peut-être des fois 4, et ensuite ils rentrent en flottille pour aller commander. Donc ils font commandant en second, ils vont au centre ex-GAE, puis ils font commandant de flottille. Et puis après, ils continuent peut-être en état-major. Et par rapport à une des questions, pour aller jusqu'au bout du process, par rapport aux questions que certains avaient posées, comment on arrive chez Dassault? En fait, chez Dassault, il faudra le cul bordé de nouilles, je pense. Helmut ne dira pas le contraire, je pense. Il faut... Dassault, en fait, prend des gens avec qui il a envie de bosser pendant 20 ans et qu'il estime compétents dans un domaine. Premier lieu. Deuxième lieu, il faut qu'un poste se libère. Comme je disais tout à l'heure, on n'est que 12 pilotes d'essai chez Dassault. J'ai 40 ans, le plus vieux a 56. Donc on n'embauche pas tous les jours. Voilà, on embauche tous les 3-4 ans. Donc en plus, il faut tomber à un bon moment. Ouais. Et vous posez pas de CV en fait. Un jour, on vous appelle et puis on vous dit tiens, bah voilà, c'est la cooptation. Est-ce que tu veux venir bosser chez nous? Alors, généralement, le principe d'un pilote d'essai, son objectif, souvent, c'est de... Oui, j'ai volé avec Brise. Souvent, oui. C'est souvent, c'est l'expression ultime du talent, ouais. Alors, je suis revenu de cette citation, Mout. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je vous disais ça? Je suis désolé, j'ai perdu le fil de mon rasoir. C'était par rapport à Dassault que tu Oui, avais eu le merci, ouais, cul c'est bordé. ça. Oui, le Gordine, c'est ça, merci. Ouais. En fait, c'est de la cooptation. Donc, on vous appelle et on vous dit ce que tu veux venir bosser. Oui, un pilote d'essai, il veut travailler chez un concepteur d'avion. S'il a fait les PNR, c'est parce qu'il veut développer les avions du futur. Il veut être sur les futurs programmes, il veut améliorer l'aéronautique, il veut faire des tests, il veut faire des essais. Ça lui plaît, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Mais c'est pareil chez Airbus. Pareil, même sur des gros avions. Quand vous sortez de l'EPNER, vous allez faire des essais à la DGEV, machin. Mais, mauvais jeu de mots, bravo. Mais vous pouvez très bien terminer chez Airbus. On a des pilotes d'essais marins qui sont chez Airbus. Voilà, Fiston, qu'on connaît très bien, qui était ancien pilote du CEPA Rafale. Voilà, il a fait le même poste que moi il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le pilote programme de l'A350 1000. Donc, généralement, les essais vous amènent chez l'industriel. Mais pas tous, parce que le nombre de places est malheureusement compté. Il y a aussi des civils à la DGA, vous pouvez être embauché à la DGA. Mais cela étant, vous pouvez rester dans la marine aussi, quoi. Il y en a qui restent dans la marine. Voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Naturellement, un pilote d'essai a envie de travailler chez un concepteur d'avion, souvent. Et moi, j'ai eu de la chance, très honnêtement. J'étais là au bon moment. Alors, y a-t-il des autres questions? On attend vos questions. Il reste 5 minutes, donc profitez-en. Et après, je laisserai. J'étais un peu à la bourre, on peut déborder si vous voulez. Alors, on va déborder un petit peu si tu veux. Donc, allez-y. Du coup, c'est CP s'il voit qu'un de ses collègues est sur le point de se faire descendre. Oh, c'est autre chose, ça. C'est peut-être stupide comme question si vous voulez rejoindre. Ah, mais là, il faut arrêter de regarder les films, là. C'est intéressant. Non, c'est pas une question stupide, mais. Non, c'est pas une question stupide, non. Mais le mot hésitation, il fait partie de. En fait, votre mission, vous la préparez pour qu'elle se passe de manière nominale, et ensuite vous parlez de contingences, qu'on appelle les what if. Et les contingences, en fait, vous essayez de les lister au maximum. Et lorsque cette contingence arrive, typiquement, vous parlez de cas d'aider un autre qui s'est fait avoir, eh ben oui, vous pouvez peut-être y aller. Mais en fait, est-ce que cette contingence, vous y avez pensé? Si oui, et vous savez quoi faire, bah, vous pouvez peut-être le faire. Si elle n'est pas du tout imaginée parce qu'elle n'est pas prévue du tout celle-là, vaut mieux rentrer et revenir demain en fait. Nos armements sont étudiés pour frapper le cockpit, pas le moteur. Parce qu'un pilote qui s'éjecte, c'est un pilote qui revient demain. Il y en a qui voulait retenir une citation, celle-là elle est intéressante. Le MICA, c'est son boulot. Donc, et les armements de tous les pays sont comme ça. Tous ceux qui concentrent des armements, le but c'est de faire ça. Donc,
Donc non, il faut naturellement faire... il faut garder la tête froide, même si c'est le feu, il faut garder la tête froide. Le nombre de fois où moi j'aurais pu prendre feu, mais soit grâce à mon équipier ou en discutant avec mon équipier ou en prenant un peu de recul, en disant attends, c'est un what if ça? Non. Alors réfléchis-le. Ne te jette pas rapidement dessus. Prends le temps, voilà. Non, voilà. Est-ce que là j'étais un frein pour les éopans? Non, ah oui, il y avait une question intéressante sur la vie de famille, j'ai vu. Euh, oui, vous pouvez avoir une vie de famille quand vous êtes pilote de chasse, évidemment. J'ai toujours adoré cette phrase qui est légitime. Mais Helmut, il a une vie de famille, il a 3 enfants. Moi, j'ai un petit bout aussi. Donc, euh, en fait, c'est à vous de savoir ce que vous voulez quand vous voulez et si vous avez la bonne personne pour le faire. Euh, c'est Moi, pour mon exemple à moi, j'avais quelqu'un quand je suis entré dans la marine, mais je voulais être pilote de chasse. Je voulais être pilote de chasse et elle était à Bordeaux et moi j'étais à Brest. Bon, bah, au bout de 6 mois, c'était compliqué. Et puis, Yasmina. Yes, we'll do that, okay? I'll do it. Okay. Good night. Love you. Et donc, moi, mon objectif, c'était, je voyais ça comme des barogrammes, en fait. Je disais, voilà, mon curseur du pro, aujourd'hui, il est au-dessus de mon curseur perso. Donc, je vais tout faire pour avoir un équilibre vie de famille. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que je n'aurai pas atteint mon objectif, voilà, eh ben je ferai pas tomber ma vie perso. Puisque quand j'avais cette vision-là, j'avais 21 ans, 22, 23, 24, et puis le temps a passé, mes copains se sont mariés, ils ont eu des enfants. Moi aussi, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de rentrer chez moi, voir quelqu'un. Mais j'avais un objectif. Je voulais être en opération en permanence. Il y en a qui ont passé moins de temps d'opération et moins de temps sur le bateau que moi, mais il n'y a pas de compétition là-dessus. Moi, j'étais volontaire, je voulais y aller, ça ne me dérangeait pas. Moi, j'étais quelqu'un, pendant les 10 mois où j'étais en mer pour le porte-avions entre l'Afghanistan et la Libye. Et je suis rentré, elle était toujours là. Parce qu'elle était en train de faire aussi des études ardues, et donc bah, c'est comme ça, on s'est séparés après pour d'autres raisons, mais ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment je me suis dit, je vais abandonner ce que je veux tant que je suis pas sûr de moi. Mais ça, c'était moi. Il y a un moment donné, je me suis dit, bon là, maintenant, je vais te construire une famille. Et en fait, bah, une fois que je me suis dit, maintenant je construis une famille parce que je suis chef de patrouille et j'ai commencé à bien bourlinguer et je suis pas saturé d'embarquer et de faire des missions ops avec la meute, mais j'ai envie maintenant de découvrir cet aspect familial parce que j'ai envie j'ai la maturité maintenant pour le faire. Et ensuite, le, le choix de se dire maintenant je construis une famille, bah, j'ai trouvé la bonne personne pour le faire. Et maintenant, je suis très heureux et j'aurais vraiment pas. Si je devais refaire demain, je ferais pareil. Mais j'ai des copains qui ont réussi, eux, à avoir une vie de famille à côté, sans problème. Ils sont très heureux, ils sont toujours avec leur femme aujourd'hui. Voilà, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a un truc, je me rappelle si que j'ai vu avec Helmut il y a très longtemps. euh, faut leur dire la vérité en fait. Faut dire la vérité à votre moitié. C'est-à-dire qu'il y a un autre pilote en fait que vous connaissez aussi, hein, qui s'appelle Doris. Notre copain de promo, lui, il a dit à sa femme moi, je veux t'épouser, mais voilà ce que voilà comment ça va être, quoi. Boum. Là, quand il m'a dit ça, j'ai dit ah ouais, bah, bye bye. Fort. Mais en fait, elle a dit ok, d'accord, super. Mais ils avaient tous les deux un objectif de vie, ils savaient pourquoi ils y allaient. Bah, voilà, pas aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants, ils sont très heureux, et ils iront comme ça jusqu'au bout. Donc, c'est ça fonctionne en fait. Mais il faut toujours dire à vos moitiés. Bah, faut pas dire ah, cette année, j'embarque pas, t'inquiète pas, ou machin, parce que ça va être dur. Non, non, non. Je, je vais, je vais embarquer cette année. Je suis dans la flottille opérationnelle. Je vais embarquer. C'est comme ça. Je suis désolé, cette année, on va faire 4 mois de mer. Ok, très bien. Mais au moins, vous lui dites la vérité, elle attend de le processer dans sa tête. C'est l'honnêteté intellectuelle qui fait que vous serez capable de faire une vie de famille. C'est sûr que ce sera dur. Évidemment, quand vous êtes 4 mois sur un bateau et que vous ne pouvez pas faire de WhatsApp, j'imagine bien que ça évoluera dans l'avenir, mais oui, je doute bien que pour un papa, c'est difficile. Et pour la vie de famille aussi. Mais ça va pas durer toute une carrière en fait, hein. Si on regarde le nombre d'années, on a été en flottille ops. En fait, on fait tous 15 ans de carrière, mais on n'a pas fait 15 ans de porte-avions en opération. Certains ont plus embarqué que d'autres, c'est sûr, et plus de missions ops.
Il y en a qui ont remplacé d'autres. Moi, j'avais pas d'enfants, il a fallu remplacer des mecs. Évidemment que j'y suis allé. Mais ça veut pas dire que d'autres ne sont pas venus. Le problème de la vie de famille, pour moi, c'est pas un problème si vous êtes honnête envers vous-même et ensuite avec la moitié que vous avez rencontrée et qui veut vivre en Bretagne, parce que la Bretagne, c'est génial. Oui. Ça dépend quelle Ouais. époque. Ah bah, ouais, 4 saisons toute la journée, mais... Oui, c'est vrai. Allez, Non, non, mais c'est intéressant. on va prendre encore une ou deux questions. Mhm. Alors, Pilote de chasse opérationnel, ben, jusqu'à ce que je quitte la marine, c'est-à-dire, ben, j'ai fait 15 ans, c'est ça. alors, on se dépêche d'écrire. Non, il y aurait peut-être d'autres trucs, mais... Je sais pas si j'en ai vu au-dessus. Il y en a qui me posaient la question du boulot du pilote d'essai. Euh, pour la marine, en tout cas, comme je disais, le but, c'est quand même d'aller... le but, c'est... oui, j'ai fait 36 millième, en effet, c'est ça. Bonne mémoire. Euh, ce qui est intéressant dans le pilotage d'essai, en tout cas, c'est qu'on fait toujours du Rafale. Aujourd'hui, moi, je fais toujours du Rafale. Je fais pas de l'Airbus. Et n'oubliez pas que dans l'Airbus, il y a bus. Autre citation. Je fais toujours du Rafale. Et ça, c'est plutôt chouette. Et je fais du Rafale de tout pays. Je fais du grec, de l'Indo, de la France, du Qatar. Là, je fais l'Émiratie bientôt. Je rencontre plein de pays différents et des manières de penser la mission opérationnelle différentes. Donc ça me permet de rester en tant qu'OSC de surcroît. Je rappelle que les OSC, on a un contrat qui s'arrête à un moment donné, on s'en va. Et donc, bah, quand on part, il y en a plein qui se disent putain, j'aurais aimé faire du chasseur encore un peu. Mais sauf que même de flottille, vous allez sortir naturellement. Il y a un moment donné, on est trop vieux, les jeunes poussent, et puis, bah, parce qu'en fait, vous serez plus utilisé en flottille, c'est comme ça, quand vous avez des galons. Moi, j'ai cette chance de pouvoir faire encore du Rafale et de développer le Rafale marine de demain. Euh, et c'est vrai que c'est bien grâce à tout ce que j'ai appris au sein de la marine avec mes anciens et mes copains et même mes équipiers, hein. C'est bien grâce à la marine que j'ai pu faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc je vous encourage encore une fois de plus à aller jusqu'au bout de vos motivations. Ça vous permettra d'avoir les meilleurs objectifs et d'atteindre ce que vous cherchez le plus loin. Pilote d'essai, c'était vraiment mon objectif de base, hein, très honnêtement. Moi, je voulais pilote de chasse et faire du Canadair. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que Dassault, c'est de la cooptation et que donc on pose pas de CV, alors que chez Canada, on posait des CV et des entretiens. Et moi, je voulais larguer de l'eau parce que je trouvais que c'était toujours se battre contre un ennemi, le feu. Et puis en plus, je trouve ça impressionnant, les Canadiens. Même encore aujourd'hui, quand je les vois, je serais capable d'arrêter de les rejoindre. Tellement c'est fantastique ce qu'ils font. Mais des essais en vol, le lundi, je fais du Rafale, typiquement ce que j'ai fait l'autre jour. Aujourd'hui, j'ai fait du Falcon 2000. Demain, je fais du Falcon 6X. Et je vais même faire du Falcon 50 vendredi. Vous voyez, donc en fait, je change d'avion hyper souvent. C'est grisant en même temps, ça demande quand même à faire attention. Et on fait du développement des avions du futur, de tout type d'avion. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Le 6X, il vient d'être qualifié. On va commencer le 10X bientôt, qui est un gros avion. On fait des Falcons militaires. Donc on continue à rester dans le monde de l'aéronautique et sur tout type d'avion. Et ça, c'est assez fantastique parce que ça vous challenge en permanence. Ça vous permet de rester jeune parce que votre cerveau, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'êtes jamais dans la routine. Ça, c'est quelque chose que j'adorais dans la marine. Il n'y a aucune zone de confort. Chaque jour est différent. Les missions sont différentes. C'est vraiment génial. Et ben en fait, les essais en vol me permettent encore de garder ce truc-là. C'est-à-dire que un vol d'essai, il y a un ordre d'essai, il y a un plan bien prévu. On sait que ça va bien se passer. Mais en fait, il faut toujours faire attention à tout, puisque le Rafale dans la marine ne change que tous les 2-3 ans. Moi, tous les 15 jours, l'ordinateur de bord du Rafale, il a changé. Il y a un truc qui a changé dedans. Tous les 15 jours, ça change. Il y a une nouveauté. Donc, toutes ces nouveautés, en fait, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'on de moins en moins, en fait, on pensait connaître l'avion, on ne le connaît pas. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment passionnant pour ceux qui s'intéressent aux essais en vol dans le futur. Alors, faites les choses dans l'ordre, hein. Déjà, pilote opérationnel, enfin, prix, pilote opérationnel, Rafale, mission Ops. Et à un moment donné, vous retrouvez un âge fatidique, 30 ans, vous dites, tiens, il faut que je réfléchisse à mon avenir. Et moi, la marine m'a posé la question. Elle était fantastique pour ça, la marine. Elle m'a dit, mais c'est quoi ce désirata? J'avais dit, ben, moi, peut-être que plus tard, ben, je sais pas, les essais en vol, ça me paraît intéressant. Instruction, école, pas trop. C'est dans la marine, je sais pas encore. Oui, probablement, parce que j'adore la marine. Elle m'a tout donné. Moi, je suis parti de rien. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est la marine qui me l'a donné, hein. Donc je ne peux que lui être vraiment, je le remercie de tout du fond du cœur. Et je dis bah tiens, les essais, ça me brancherait bien. Et puis on m'a dit bah ok, bah
va à Mont-de-Marsan, fais un échange, regarde ce que ça donne les XP là-bas, et puis si ça te plaît toujours, parce que tu voleras moins, tu feras plus de PPT, plus de technique, mais en revanche tu seras un point central de l'avenir. Si ça te plaît toujours, ben, tu t'inscriras à l'EPNEA. Et je suis rentré, j'étais hyper content de rentrer après mon échange dans l'armée de l'air, j'avais envie de retourner dans l'armée, mais j'ai vraiment eu envie d'investir dans l'EPNEA pour développer le Rafale de demain. Et donc c'est la marine indirectement qui m'a guidé vers tout ça. Donc la marine vous permettra aussi d'avoir plusieurs possibilités. Il y en a qui préfèrent autre chose, moi c'était ça. Ok, Voilà. allez, Voilà. on prend une dernière et ça sera bon pour ce soir. Allez, qui va nous prendre la dernière question? Allez, battez-vous. Il faut du sang. Ah ouais, moi je suis un vrai guerrier, le loulou, faut y aller. Allez, il faut y aller là. Ah, nous sommes en guerre, voilà, c'est tout à fait ça, Hugo. Non. Ah, une dernière anecdote d'une mission en OPEX de Lohan. Euh... Ah, après pilote d'essai, vous faites du sport? Ah, oui, je fais du sport. Oui. Je fais de l'escalade, je fais du paddle, je fais de la voile. Euh... Ouais, c'est trop bien le sport. Du kayak, je sais pas ramer. Le salaire pilote d'essai est-il meilleur ou non? Que le pilote de salaire militaire, oui, on a un peu mieux payé que. Mais c'est pas ça qui doit guider votre motivation, Mathis. L'argent ne vous rendra jamais heureux, et je vous garantis. Les pilotes d'Air France, j'en connais plein qui ont beaucoup d'argent et qui sont bien plus malheureux que lorsqu'ils étaient dans la marine avec moins. Hmm. Donc clairement, ne vous basez pas sur l'argent, s'il vous plaît. Basez-vous sur ce que vous avez dans votre trip et votre motif. Vous verrez que vous serez toujours les plus heureux du monde. La taille maximale, Victor demande une taille C'est une maximale. taille de fémur. C'est la longueur du fémur qui est surtout gênante parce que sinon vous passez pas le CG éjectable. Voilà. Donc c'est une histoire de fémur, mais ça, faut demander à voir. Allez, une C'est dernière des dernières. une anecdote. C'est dur. Hein, anecdote, j'en ai des tonnes. Hein, Il faut faire de toute comme façon. Hans écrit un livre. Ah non, moi j'ai pas autant de trucs à raconter. Non, alors pour le coup, j'ai pas envie d'écrire un livre parce que ces histoires indirectement. Il se trouve que j'ai grâce à Hervé tout sur un disque dur de ses missions. Mais c'est non, ouais, je n'ai pas besoin d'écrire un livre de tout ça, c'est dans ma tête et puis je les partage avec les copains. Mais Ah, d'ailleurs, tu es dans la prochaine vidéo la semaine prochaine si elle sort. je ne savais pas. Bah, tu vois, je te le dis. Avec Helmut. Meilleur souvenir en vol, ça n'a pas été fait. Meilleur souvenir en vol, meilleur souvenir en vol. Je sais pas, je sais pas. Je pense que mon meilleur souvenir en vol, c'était la première mission en Libye, parce que j'ai fait la première mission du groupe aérien en Libye, et c'était une reco, et on est vraiment parti avec très peu d'infos. Hmm. Et je me rappelle avoir appris à notre départ à la télé, en regardant BFM TV. On nous avait dit de rentrer chez nous, de préparer nos sacs, et je me rappelle être mon frère passé en train de repasser mes chemises et avoir BFM TV qui tourne sur ma télé. Et on savait on était sur le qui-vive. Et là, de voir que la résolution de l'ONU était votée. Et en fait, donc, de me retrouver chanceux de voir mon nom sur la liste des 2 pilotes avec le commandant de la flottille qui partait faire la première mission en Libye à Long-Rayon d'Action. J'ai trouvé ça assez fantastique. Parce que c'était en fait de voir ce territoire. Hein, je me rappelle même, j'avais une chanson en tête, je me rappelle très bien, je sais pas pourquoi. Et je l'ai eu tout le vol là. Mon cœur battait, la chamade, mais en permanence, quoi. J'étais au taquet, quoi, parce qu'on n'était pas sûr de la guerre électronique, on n'était pas sûr qu'ils allaient nous tirer dessus. C'était no fly zone, il y avait que 2 Mirage 2000D sur le terrain qu'on allait remplacer. Et, euh, et putain, c'était assez impressionnant. C'est un gros souvenir, ça, ce départ là-bas. Euh, Et, pardon, vas-y, pardon. non, c'était ça. Antoine OLV, un souvenir avec Helmut que vous voudriez nous raconter. Eh ben, je crois qu'avec Moumout, euh, on a fait, je sais pas si c'est pas une de ses premières missions de guerre ensemble. Il me semble, juste après l'Afga, il me semble, il le saura mieux que moi, mais dans dans ses premières missions, parce qu'on est parti en Afghan ensemble, on n'avait pas beaucoup volé parce qu'il n'y avait pas des tonnes de missions, et on s'est rapidement retrouvés ensemble en Libye à faire des missions tous les deux. Et je crois que c'est mon premier équipier que j'ai emmené en fait, Moumout. C'est mon premier équipier Ops. On était espacé de 6 mois. Hein,
On est vraiment, on est cul et chemise dans tous les sens du terme. Et en fait, il me semble que c'est mon, voilà, c'est ça. T'as fait ma première mission Ops en tant que sous-chef de patrouille, c'est ça. En effet, ouais. Parce que moi, je suis passé sous-chef de patrouille entre l'Afghanistan et la Libye, et j'ai claqué ça en une semaine là. Et en fait, c'était toi mon premier équipier opérationnel. Et ça, c'était toujours assez impressionnant de se retrouver avec deux potes parce que on part des États-Unis ensemble. On s'est connus, je crois, à la cinquantesse avec exactement ils sont de on s'est connus cinquantesse avec Moumout. On s'est retrouvé aux États-Unis. Et Helmut, c'est un peu mon petit papa. C'est l'inverse pour le coup. c'est moi son petit papa. Euh, mais, euh, mais voilà. Et en fait, on s'est retrouvés aux États-Unis ensemble avec son épouse qui était là aussi. On est tous super copains. Et on s'est retrouvés sur super étendard ensemble. On se marrait tous les jours malgré la difficulté du travail de l'équipier sur Super. C'était rude, mais c'était passionnant. Et on avait cette meute d'équipiers à l'époque sur Super. Ça, c'est une belle anecdote globale. Il y avait Ponche, que vous connaissez tous, j'imagine. Et il y avait Mammout, Doris, Odile, Étienne, Bauer, que vous connaissez aussi. Et en fait, tous les jours, on se. Ah oui, la remise de sabre aussi, bien sûr. Tous les jours, on pissait de rire, en fait. On se marrait. Non, j'ai pas pris de CI. Et, et en fait, voilà, on a monté ensemble les échelons, puis après on était équipiers, puis en fait, on se parlait de quand on se faisait défoncer par le leader, hein, quand c'était dur, et puis le week-end, on se prenait des canasses, et puis après, on passait nos qualifs. Et puis un jour, on se retrouve, putain, je suis leader de mon pote à la guerre, quoi. Et là, en fait, autant ça fait plaisir, autant je suis leader de mon pote à la guerre. Et là, je vous rappelle au tout premier début de la discussion du chat, où il fallait discuter faut ramener son copain, parce qu'il est hors de question d'aller voir la femme ou la maman, quoi, toi. Ah, mon petit Étienne, tiens. Voilà, donc c'est des souvenirs parce que c'est des bons moments, les missions sont hyper sympas, mais, mais on prend aussi la responsabilité d'avoir son pote, quoi. Et notre pote aussi, même si l'équipier opérationnel, il passe le de patrouille, il sait aussi qu'il est avec son copain et qu'il faut travailler à deux, quoi. Donc ça, c'est un esprit d'équipe qui se crée en 2003 et une mission qui se fait en 2011, vous voyez. Donc au tout début du travail, on est de rentrer à l'école, en fait. Donc ça, je pense, c'est une anecdote intéressante aussi, hein. D'accord. Bon, on va arrêter là parce que sinon on t'écouterait pendant des heures, ce qui serait très très bien, mais il y en a quand même qui vont demain travailler, hein. Moi aussi, hein. Et oui, on est d'accord. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez tous apprécié ce rétex, qui, on est dans le timing, on est bien. Oui, pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est que surtout tu as beaucoup mis en avant dans ce rétex la meute. Et donc, s'il y en avait encore beaucoup qui se posaient la question de savoir comment était l'ambiance au sein des flottilles, eh ben maintenant vous savez grâce à Fantastique. Jay voilà, que l'ambiance est et que c'est plus que des amis, c'est vraiment des frères d'armes et c'est voilà, Ouais, c'est une grande famille, enfin une petite famille mais avec un grand cœur. Voilà. En tout cas, exactement. merci Jay d'être passé. Nous, on va se Avec rejoindre grand plaisir. on N'hésitez va, pas. on va se rejoindre dans la salon staff. Eh ben Merci ouais, à vous. n'hésitez pas à me pimper si vous avez des questions plus sur les essais, parce qu'après le reste, d'autres vous diront la même chose que moi, j'espère, mais sur les flottilles. Mais des questions pas trop techniques, mais s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, vous voulez en discuter, pas de problème. Ou sinon, au pire, pour les Bordelais, on peut se retrouver à Bordeaux. Voilà. Eh bien, bonne soirée à vous tous, et encore merci d'être venus assister à ce rétex, et on espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Voilà. Allez, bonne Eh soirée, ben, bonne nuit à surtout. bientôt, bon courage et à très vite à À lundi. très vite. Ciao, ciao. On se rejoint où, Jay? Vas-y. Vas-y, je te suis. Ok, Vas-y, je te c'est suis. parti. Helmut, si tu veux venir.